Bonsoir, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir d'animer cet après-midi un atelier, ou plutôt une table ronde, qui s'intitule « Moyens et outils pour tirer le meilleur parti du fait métropolitain. Quelle politique concrète, quels freins ou difficultés ?» Je me présente, je suis Claude Devez, je suis professeur émérite dans cette université. J'ai participé avec d'autres à la création de cet Institut d'Auvergne du développement du territoire, qui existe sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Et je suis particulièrement satisfait de voir aujourd'hui que malgré les évolutions, l'Institut perdure et se développe en accueillant aujourd'hui ce colloque sur métropole et territoires ruraux. Donc avant de passer la parole à les collègues qui sont présents, il est normal que je dise quelques mots sur le phénomène métropolitain tel que personnellement je le ressens. La métropole, la métropolisation, c'est un concept un peu nouveau, apparu déjà il y a une quinzaine d'années dans le cadre de la mondialisation ou de la globalisation. L'idée, c'était qu'il fallait concentrer ce qu'on appelle les infrastructures essentielles dans quelques grandes villes susceptibles de supporter la concurrence internationale. Et dans la loi Sarkozy de 2010, l'idée, c'était d'avoir une dizaine de grandes métropoles susceptibles de concurrencer, si on prend l'exemple de l'Allemagne, Munich, Hambourg ou quelques autres grandes villes de la République fédérale. Cette loi a été ensuite modifiée par la loi du 27 janvier 2014, dite loi MATPAM. La loi NOTRe n'apporte que très peu de choses sur les métropoles. Le siège, c'est la loi du 27 janvier 2014 et une loi récente du mois de février 2017 sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain. Aujourd'hui, on parle du phénomène des métropoles, mais en fait, il y a plusieurs catégories de métropoles. Il y a ce que j'appellerais les métropoles d'exception, Paris, Lyon, Aix-Marseille. Il y a les métropoles de droit commun, qui généralement correspondent aux capitales régionales. Et il y a les métropoles consacrées in extremis ou à l'arrache, parmi lesquelles Tours, Toulon et Clermont-Ferrand. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a pas donc un phénomène de métropole, mais il y a plusieurs types de métropoles, et cela m'amène à poser les questions suivantes, auxquelles j'espère que les intervenants pourront répondre. Première question, quel rapport, justement, ces métropoles entretiennent-elles avec les espaces intermédiaires, les villes petites et moyennes, le rural? Quels instruments juridiques sont mis en œuvre pour assurer une coopération avec ces espaces? Je suis heureux d'accueillir à la table de conférence un certain nombre de géographes qui, je pense, sont très compétents sur ces questions. Je remarque l'absence totale des juristes de la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Je pense qu'ils avaient certainement d'autres occupations qui les empêchaient d'être présents. Simplement, je le regrette. Alors, s'il y a des questions juridiques, j'essaierai de combler les vides. Quels instruments juridiques? Autre question qui est importante, quels moyens financiers disposent ces métropoles pour agir sur ces espaces? On voit que toutes les métropoles ne disposeront pas des mêmes moyens financiers. Le budget ou le projet de budget pour 2018 réserverait les financements pour les grandes métropoles, celles, comme le dit le ministre de l'Intérieur et lyonnais, M. Collomb, aux métropoles qui sont susceptibles de supporter la comparaison avec les grandes métropoles européennes. À quoi sert dans cet organisme, et je reviens un peu à l'institutionnel, la conférence métropolitaine? À quoi sert le conseil de développement, s'il existe? Quel rapport les métropoles peuvent entretenir avec les pôles d'équilibre territorial et rural, qui est un établissement public qui se veut l'équivalent des métropoles pour le milieu rural? Il y a là tout un tas de questions qui sont posées. Je ne veux pas maintenir plus longtemps la parole et je cède tout de suite à M. Gwenaël Doré,
le soin d'intervenir sur quelle coopération entre les métropoles institutionnelles et les territoires ruraux en France, l'expérimentation des contrats de réciprocité. Donc bonjour, c'est une intervention que j'ai proposée sur les pactes État-métropole qui ont été signés début de l'année entre l'État et les métropoles, et avec l'expérimentation de 2 contrats de réciprocité. Mon propos s'ordonnera de la façon suivante. Je reviendrai sur l'institutionnalisation des métropoles, mais ça, c'est des choses qui sont connues d'entre vous, beaucoup d'entre vous, donc je passerai rapidement. Deuxièmement, l'incitation à la coopération des métropoles avec leurs hinterlands, notamment ruraux, périurbains, dans ces pactes État-métropole. Et troisièmement, j'analyserai rapidement les 2 premiers contrats de réciprocité signés. Alors, vous serez certainement frustrés, parce que les pactes État-métropole sont signés récemment. En plus, ils seraient menacés actuellement par des restrictions budgétaires. Et les contrats de réciprocité, qui sont au nombre de 2, sont tout à fait balbutiants. Et donc là, on a encore assez peu de matériaux. Enfin, écoutez, je pensais qu'on serait arrivé plus loin lorsque ce colloque se produirait, mais on en est là, donc je vous présenterai les choses en l'état. Donc, en introduction, tout d'abord, je pense que la question de la complémentarité entre les villes-centres et les territoires périphériques, ce n'est pas qu'une question de solidarité, c'est-à-dire de solidarité ex post, de ruissellement, comme on dit. C'est une question stratégique pour le développement à moyen terme des territoires dans son ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faut concevoir le développement des territoires voisins comme une question stratégique pour les métropoles elles-mêmes, parce que ces territoires abritent des ressources de production, des ressources d'attractivité, des aménités, etc. Donc, c'est un ensemble cohérent qu'il faut apprécier. Donc, ce n'est pas simplement voir les territoires périphériques comme simplement une périphérie un peu dépendante de la métropole. La métropole est aussi dépendante de ces territoires périphériques. Donc, l'effet du développement économique des métropoles sur leurs territoires voisins doit être complété au moins par la nécessité d'intégrer la plus-value de ces espaces voisins dans l'attractivité des cœurs urbains. Alors, les 15 pactes État-métropole, signés en France fin 2016 et début 2017, comportent chacun un volet de coopération métropolitaine, fondé sur une ou plusieurs actions plus ou moins évidentes en faveur des territoires périphériques. Et là-dedans, il y a 2 contrats de réciprocité. Donc, sur les 15 contrats État-métropole, donc ça a été signé sous l'impulsion de l'État, il comporte un grand paquet sur l'innovation, la recherche-développement dans les métropoles, et il y a un petit paquet qui est consacré à la coopération. Ça a été fait essentiellement au début sous la pression de l'État. Alors, d'abord, l'institutionnalisation des métropoles. Donc vous savez sans doute qu'il y a 22 métropoles, puisqu'il y en a 15 qui ont été créées en 2016, lorsqu'on ajoute Nancy aux 14 précédentes. Et comme l'a dit M. Deves, il y avait 3 métropoles de statut particulier et les autres de droit commun. Les conditions ont été élargies. On est passé de 400 000 emplois à en gros, enfin je résume, à une zone d'emploi de 400 000 habitants. Donc ça a permis d'intégrer, avec la loi Paris, adoptée en début d'année, en février, de nouvelles métropoles, dont Clermont-Ferrand. Et donc ça fait aboutir en métropole institutionnelle à 22 métropoles aujourd'hui. Donc vous les avez là sur la carte avec des contours assez différents en termes de périmètre et de population. Donc tous les chefs-lieux de région sont concernés, désormais. On a des régions qui ont jusqu'à 4 métropoles, c'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a d'autres régions qui sont aussi étendues, voire plus étendues, que sont la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui n'ont qu'une métropole. Donc il n'y a pas de rapport entre la population, l'étendue d'une région et le nombre de métropoles. C'est des considérations démographiques qui font que telle ville atteint le seuil des métropoles ou pas. Alors, ces métropoles institutionnelles, une première caractéristique à souligner, c'est qu'elles sont souvent inférieures à leurs aires urbaines. Christophe de Mazières, ce matin, nous a montré que déjà certaines sont inférieures à leurs unités urbaines, mais elles sont inférieures à leurs aires urbaines. L'aire urbaine était présentée dans les années 2000, notamment par la DATAR, qui était un peu à l'origine des contrats d'agglomération, etc., comme l'extension naturelle à laquelle devait s'étendre le projet d'agglomération. On voit qu'on en est loin. Il y a simplement Lille et Marseille qui comprennent... Alors, donc, vous avez une première colonne. Je ne sais pas si je peux... La colonne grise, qui est le pourcentage de la population de l'aire urbaine qui est concernée par la métropole institutionnelle.
le gris clair, c'est le pourcentage de communes. Donc on voit qu'il y a simplement Lille et Marseille qui atteignent la quasi-totalité des communes de la population. Tous les autres gravitent entre 70%, Saint-Étienne, 78% de la population. On descend jusqu'à 54% de la population pour Nice. Bon, en gros, la population, quand même, est assez bien impactée parce que quand même, les cœurs urbains sont les plus peuplés. Mais en termes de communes, on est souvent à des seuils qui représentent entre 20 et 30% en nombre de communes de l'aire urbaine concernée. Donc on est très en dessous de l'aire urbaine. Et donc l'idée, c'était au travers de ces pactes État-métropole, d'étendre la solidarité au-delà du strict périmètre de la métropole institutionnelle, étant donné que la loi MAPTAM institue, ou la loi NOTRe, je ne sais plus, institue la métropole comme également un instrument de solidarité avec les territoires voisins. Alors, donc dans ces pactes État-métropole, on a un certain nombre de thèmes qui sont listés, plus ou moins évidents de coopération avec les territoires voisins. Il y a 5 territoires, donc ça c'est des sources à partir de documents de France Urbaine, qui est l'association qui réunit les métropoles, et du CGET. On a 5 métropoles qui signalent des coopérations dans le domaine de la mobilité. On a 4 dans le domaine... Non, c'était 7 dans le domaine de la mobilité. 5 dans le domaine ou 6 dans le domaine de l'écologie, l'environnement, l'énergie. Beaucoup de choses sur l'énergie. L'économie, il y en a 3. Le tourisme, il y en a 3. L'agriculture, il y en a 3. Malgré le fait qu'on parle beaucoup des circuits courts, en fait, ça a été pour l'instant assez peu pris en compte par les métropoles. Alors ça vient progressivement. Par exemple, Toulouse n'affichait pas ce thème. Et dans le contrat de réciprocité qu'ils viennent d'adopter avec le pays porte de Gascogne, ils affichent désormais cette priorité. L'artisanat 2, santé et la culture, les services, c'est notamment le cas du contrat de réciprocité de Brest avec le pays de Centre-Bretagne. Et le transfrontalier, c'est également un thème de coopération pour les agglomérations transfrontalières qui sont celles de Nice et de Lille. Donc vous voyez, il y a comme ça un spectre assez large de coopération avec beaucoup de choses qui sont centrées sur la mobilité et les thèmes liés à l'énergie, l'environnement, l'écologie. Alors, donc ça c'est les 15 territoires, les 15 métropoles donc ont des thèmes divers et variés. Quelquefois c'est tiré un peu par les cheveux. Par exemple, la métropole de Nancy prévoit la rénovation d'un parc d'exposition qui sera mis à profit de tout le Sud-Moselle, qui est implanté sur le territoire de Nancy. Donc, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, si vous permettez mon interprétation. Mais donc, alors là-dedans, ces 15 pactes État-métropole étaient incités également à aller plus loin, à bâtir des contrats de réciprocité. Les contrats de réciprocité, c'est quelque chose qui a été lancé lors d'un comité interministériel de 2015, consacré aux ruralités. Donc l'idée, c'était de mettre en place des coopérations instituées entre les métropoles et les territoires ruraux au travers de pactes, de véritables contrats. Des contrats, pas au sens juridique du terme, c'est des contrats d'action, pas des contrats avec des obligations. Et donc, ces contrats visaient à développer des interactions sur 4 thèmes principaux: le développement économique, la promotion du territoire, le foncier, notamment faire venir des entreprises du cœur métropolitain vers des territoires non métropolitains voisins, l'accueil d'entreprises, le télétravail. L'environnement, la transition énergétique, donc c'est porté notamment sur les questions d'alimentation, donc circuit court, gestion des déchets, le foncier agricole, les espaces naturels, la reconstitution de ces espaces, la biomasse. Donc également profiter de potentiels d'énergie fabriqués par les territoires voisins. La qualité des services, la santé notamment, la mobilité, la culture, le tourisme, patrimoine, équipements, sportifs de loisirs. Donc un peu tout ce qui fait l'attraction d'un territoire en termes de services. Et puis enfin, un dernier thème, l'organisation administrative et l'ingénierie, c'est de voir comment les métropoles qui concentrent beaucoup de services en ingénierie, dans les services des agglomérations, dans les agences d'urbanisme, pouvaient mettre à profit ces ressources au profit de territoires ruraux voisins. Donc c'est repris simplement dans 2 pactes État-métropole, que je vais vous présenter maintenant. Donc sont Brest et Toulouse. Alors Brest,
se présente comme un système qui est organisé selon des cercles, donc de façon concentrée. Donc il y a d'abord la métropole de Brest, qui s'inscrit dans un ensemble un peu plus large, qui réunit plusieurs communautés de communes, dans le cadre d'un pôle métropolitain qui a pris la suite du pays en 2011. Donc on reste dans la coopération de proximité. Après, il développe un système de coopération avec un territoire voisin, qui est le pays du Centre-Ouest Bretagne, sur lequel je vais revenir. Et il présente également une coopération plus large, dans un cadre d'un pôle métropolitain non contigu, parce que vous savez, les pôles métropolitains peuvent être de façon contiguë, c'est les plus rares, mais il y a des pôles métropolitains qui réunissent un ensemble de métropoles dans une sorte de réseau de villes. Donc avec Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Angers. Alors, donc là, le contrat de réciprocité est passé avec le pays du Centre-Ouest Bretagne. Le pays du Centre-Ouest Bretagne, c'est un pays très ancien qui date d'il y a 25 ans, qui s'est constitué sur une base interdépartementale, donc qui comprend des communautés de communes d'une dizaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Donc ça fait 100 000 habitants, ça fait plus de 100 communes, 8 EPCI. Donc c'est un territoire assez vaste, mais assez rural, assez présent, dans lequel il y a une présence forte des industries agroalimentaires. On a coutume de dire qu'en gros, pour caricaturer et schématiser les choses, les ouvriers et les employés sont dans le pays Centre-Bretagne, les cadres sont dans la métropole de Brest. Donc, alors, les grands axes du pacte, du contrat de réciprocité, c'est d'abord l'économie et l'insertion. Donc, il y a notamment l'idée de profiter du port de Brest pour exporter vers la Chine de la poudre de lait qui est produite dans une industrie basée à Carhaix, dans le centre-est de Bretagne, donc qui a été racheté par les Chinois, qui a été mis en place par les Chinois, qui, dans un accord avec une coopérative locale, va approvisionner le marché chinois. Donc l'idée, c'est de faire transiter ce lait par Brest. Il y a également tout un volet sur les start-up. Donc il y a un festival qui se déroule en parallèle du festival des Vieilles Charrues, vous connaissez certainement, donc qui s'appelle le West Web Festival, donc qui vise à promouvoir, à réunir des grands start-upers en faisant venir des gens, y compris des GAFA, à Carhaix pendant 2 ou 3 jours. Donc ça, c'est les 2 volets. Bon, le volet le plus important, c'est l'exportation vers la Chine de la poudre de lait. Le volet start-up est encore très, très, très naissant. La santé et la culture. La santé et la culture, c'est de profiter du rattachement du centre hospitalier de Carhaix au centre hospitalier de Brest, au centre hospitalier régional et universitaire. Il y a eu des grandes manifestations autour des années 2000 pour conserver une maternité à Carhaix. Donc du coup, il y a des accords qui sont créés pour délocaliser certains services de Brest vers Carhaix, notamment autour des IRM, tous ces nouvelles techniques de santé. Donc c'est un élément. Et puis il y a également des contrats locaux de santé qui sont développés en matière de prévention. Donc c'est un des volets. La culture, c'est notamment la promotion des festivals. Le festival Vieilles Charrues à Carhaix, un festival des fêtes maritimes à Brest, donc c'est de faire une promotion commune. Troisième volet, c'est l'énergie et l'environnement. Donc c'est structurer la filière bois en particulier, qui est assez présente dans le paysage de bocage du centre-ouest Bretagne, pour alimenter une chaudière bois sur Brest. Donc, en dehors de ces quelques actions concrètes, le reste des actions, c'est des actions d'échange, sensibilisation, de prise de contact. Il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes, pour l'instant. Et les financements de l'État et de la métropole ne sont pas appréhendés. C'est-à-dire qu'on dit que le fait d'avoir signé un contrat de réciprocité va donner un accès privilégié à des financements classiques, mais il n'y a pas de financement spécifique de la métropole pour appuyer, par exemple, le territoire voisin, le territoire du centre-ouest Bretagne. Alors, j'en viens maintenant au deuxième cas. J'espère que je suis dans les temps. Oui. Hein ? Plus que 3 minutes. Ben ça va. Alors, le contrat de réciprocité Toulouse-Porte de Gascogne est plus récent. Le contrat de réciprocité de centre-ouest Bretagne avec Brest, ça date d'il y a 1 an et demi. Ça fait l'objet d'une longue maturation, de longs débats, avec le Conseil de développement. C'est une grande mobilisation. Le contrat de réciprocité de Porte de Gascogne est plutôt le résultat d'une relation entre le président de Toulouse Métropole et le président d'un pays voisin, pays de Porte de Gascogne. Ils sont tous les 2 présidents de l'association nationale. L'un est président de France Urbaine,
dont des présidents de l'Association nationale des pays. Donc ils se sont rencontrés. Le gouvernement poussait à fond à ce qu'il y ait quelques pactes, quelques contrats de réciprocité. Parce qu'au début, on avait évoqué 4-5 contrats de réciprocité, mais ils sont tombés à l'eau. L'idée de Toulouse, c'était de nouer des contrats de réciprocité avec l'ensemble des villes périphériques, mais ça n'a pas eu lieu. Donc là, l'idée, c'était de dessiner un contrat entre Toulouse et le pays de Porte de Gascogne, qui est dans le Gers, situé au nord-ouest, qui fait en gros 160 communes, 71 000 habitants, et qui est structuré autour de 2 petits pôles urbains, que sont Lectoure et Florence. Donc on est à l'extérieur de l'aire urbaine de Toulouse. Mais donc l'idée, c'est de développer un ensemble de coopération qui porte sur les choses suivantes. Toujours le développement économique. Il y a beaucoup de choses, ça a été évoqué ce matin dans un atelier par un intervenant. Promotion du télétravail. Il y a 2 espaces de coworking qui sont privilégiés. Un laboratoire d'initiative rurale à Florence, avec pas mal de choses également qui sont mises en avant autour des techniques satellitaires, de cybersécurité, de surveillance par les drones. Et un nouvel espace de coworking à Gimont. La mobilité, l'étude sur les conditions de rabattement des populations sur le réseau urbain métropolitain. Le foncier, c'est notamment de bénéficier de l'attractivité en réserve foncière pour accueillir des entreprises qui dépendent du secteur aéronautique sur Toulouse. L'agriculture, projet alimentaire territoire, le tourisme, des parcours touristiques, la culture scientifique et technique, puis également des choses sur la transition énergétique, notamment appuyées sur la surveillance satellitaire et les drones. Alors, quelques observations en guise de conclusion. Merci. Dans les contrats de réciprocité, il n'y a pas d'engagement financier visible de la métropole. Brest et Centre-Ouest Bretagne, c'est essentiellement des actions de promotion, avec quelques actions concrètes, mais qui ne passent pas par... Donc c'est plutôt des actions qui vont lier le centre hospitalier, des actions qui vont lier les professionnels, mais il n'y a pas d'engagement financier de la métropole. Et la CGET, j'allais dire la DATAR, j'étais en train de dater, n'a que des crédits d'études pour initier le processus. Donc il n'y a pas de crédit opérationnel. Alors après, il y aura possibilité d'abonder au travers de crédits de contrats de plan, etc., de mobiliser certaines opérations. Toulouse et Porte de Gascogne, il n'y a pas non plus d'engagement financier de la métropole, il y a simplement un engagement financier de l'État pour appuyer un espace de coworking, mais après tout, on pourrait imaginer que cet engagement financier de l'État aurait pu être obtenu autrement. Donc, en gros, on est dans une action de sensibilisation. Alors, l'intérêt, quand même, c'est, et je reprends une expression de Laetitia Verretch qui interviendra tout à l'heure, c'est de passer d'une approche binaire des relations ville-campagne à une approche de complémentarité, au développement de partenariats. Donc, c'est un espèce d'apprentissage des acteurs les uns avec les autres, qui est plutôt suscité au travers de ces contrats, mais ça ne va pas au-delà, c'est déjà une première chose. Alors, on s'aperçoit quand même malgré tout que dans un certain nombre de pactes État-métropole, même si les contrats de réciprocité n'étaient pas signés au départ, on m'a évoqué quelque chose sur Montpellier, on m'a évoqué quelque chose sur Bordeaux, c'est une idée qui germe. Alors avec le fait qu'aujourd'hui, il semblerait que les crédits sont gelés, et donc les crédits de paiement ne seront pas là, donc, et notamment pour les 7 métropoles créées récemment, il n'y aurait pas de financement prévu. Alors, je termine en disant que ces contrats de réciprocité ne sauraient remplacer l'égalité. Martin Vanier, dans un ouvrage de 2015, proposait, en faisant référence à ces contrats de réciprocité, de remplacer le mot égalité par le mot de réciprocité. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de financement prévu et qu'on aura du mal à dépasser le nouvel égoïsme territorial, pour reprendre l'expression de Davzy, qui disait qu'en fait, il y a une sécession des territoires riches et des territoires pauvres. L'exemple de la Catalogne qui est bien connu aujourd'hui. Donc en fait, les territoires riches, les métropoles, ont déjà souvent à assurer des services, des solidarités auprès de leur territoire, leurs propres pauvres. Donc avant de s'intéresser aux autres, elles auront du mal à développer des solidarités. Et cet argent qui est très faible, même inexistant, ne saurait remplacer les crédits d'égalité de l'État. Et donc l'action de l'État restera déterminante en termes de flux financiers, mais également de pouvoir d'influence. Et d'ailleurs, ces contrats de réciprocité sont nés sous l'influence de l'État. Merci, Monsieur Doré. Ce que je constate, c'est que sur le plan financier, ces contrats n'apportent rien à la métropole. Et j'aurais un peu tendance à dire que quand il y a du flou, c'est qu'il y a quelque part un loup. Et qu'apparemment, l'État ne garantit rien
pour les métropoles, comme ça a été le cas auparavant dans certains autres types de contrats de la politique d'aménagement du territoire, les contrats de ville moyenne ou les contrats de ville. Donc il n'y a aucun apport financier par l'État au profit des métropoles. Donc ce qui veut dire que les contrats de réciprocité qui doivent être signés éventuellement par la métropole avec les espaces inframétropoles sous la métropole, il n'y a non plus rien. Il y a aucun si la métropole veut financer des actions sur les territoires ruraux, sur les espaces intermédiaires, la métropole doit faire un effort financier sans aide de l'État ou sans support de l'État. Tout à fait. Alors, il y avait une proposition au cours de la campagne présidentielle de l'Association des petites villes qui proposait d'affecter 1% du budget des métropoles en faveur des territoires voisins. Cette proposition a reçu un accueil très négatif de la part de France Urbaine. En fait, ces contrats ont une fonction pédagogique très profonde, parce qu'on passe effectivement d'une approche d'ignorance à une approche de dialogue, mais ne vont pas au-delà. Merci, Monsieur Doré. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle autour de cette première communication? Oui, simplement, Josquin Laurent, Grenoble-Alpes Métropole. J'étais en charge au cours de l'année écoulée, jusqu'à il y a à peu près un mois, de l'élaboration des contrats de coopération métropolitaine qui constituent la déclinaison des contrats de réciprocité dans le cadre des pactes État-métropole qui ont été signés. Donc juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit, puisque en l'occurrence, nous ne sommes pas les seuls. Il y a 15 métropoles qui ont signé ces pactes. Dans ces pactes, vous l'avez rappelé, il y avait un volet coopération. Et dans ce volet coopération, les métropoles avaient l'obligation, ce qui a d'ailleurs été dit ce matin dans l'atelier dans lequel j'étais, un courrier du Premier ministre au préfet de région et au préfet de département pour tenter d'obliger les métropoles à coopérer avec les territoires voisins. Simplement, il y a bien des crédits à la clé. Nous, sur Grenoble, c'est 2,3 millions du pacte État-métropole qui sont fléchés dans une dizaine de contrats de coopération avec les territoires voisins. Et je le rappelle, nous ne sommes pas les seuls. Alors peut-être qu'on est une exception sur le nombre de contrats, puisqu'on en a une dizaine, et certaines métropoles n'en ont tissé que 1 ou 2. Mais toutes les métropoles, à ma connaissance, et j'étais encore en réunion à France Urbaine la semaine dernière, ont bien fléché dans les contrats de coopération des moyens vers les territoires voisins. Voilà, c'était juste cette précision. Oui, mais ce que vous dites est valable pour les pactes de État-métropole et les volets coopération dans l'ensemble des pactes, mais que enfin, je ne connais pas le cas de Grenoble précisément, mais ça peut concerner des actions très ponctuelles avec des territoires voisins. Les contrats de réciprocité, c'est une logique beaucoup plus contractuelle de coopération instituée entre les métropoles et les territoires voisins. Eux c'est pas que ponctuel, ça peut être ponctuel, ça n'est pas que ponctuel. Nous, on a un observatoire de la biodiversité qui se met en place avec les territoires voisins sur Grenoble. Et pour le coup, Brest, qui avait terminé son contrat de réciprocité au moment où le pacte a été signé, a souhaité transformer le contrat de réciprocité. D'ailleurs, quand vous le téléchargez sur Internet, il y a marqué contrat de réciprocité valant contrat de coopération métropolitaine dans le cadre du pacte État-métropole. Oui, et du coup, ils ont capté l'argent de l'État pour financer ce contrat. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a que 2 contrats de réciprocité signés. Oui. Peut-être celui de Montpellier avec les monts du Haut-Languedoc de mémoire. Ouais. Mais souvent, ces contrats ne concernent que quelques actions. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas un contrat global, comme par exemple un contrat. On a pu connaître des contrats d'agglomération de pays qui abordaient l'ensemble du champ sur la base d'un diagnostic initial, etc. C'est une question dans la suite de votre remarque. Comment ça s'articule et est-ce qu'on peut envisager une préfiguration de ce qui va se passer à l'avenir avec les organisations dans lesquelles l'État intervient de façon importante et qui sont sectorielles? Exemple, les groupements hospitaliers de territoire. Parce que là, tu vois, tu mentionnes des coopérations bilatérales, mais qui s'inscrivent en fait dans des formes de coordination managées principalement par l'État qui sont d'échelle supérieure. Ça, je ne saurais pas répondre. Je pense que, par exemple, dans le cas de Brest, la coopération entre l'hôpital de Carhaix et l'hôpital de Brest doit s'inscrire dans une politique globale qui est gérée par l'Agence régionale de santé, qui incite beaucoup à des regroupements, des mutualisations, etc. Donc effectivement, on est un petit peu dans cette approche évidemment par les contrats, mais on a un regard un petit peu décalé par rapport à ce qui vient d'être dit, puisque la métropole n'est plus au centre de notre propos, mais par contre, on interroge la manière dont, à travers les contrats, les villes moyennes et donc la région participent finalement
d'une réflexion et d'un renforcement des échanges à l'intérieur du système territorial de l'ex-région Midi-Pyrénées. Donc, rapidement, Donc rapidement, avec la carte pour positionner un petit peu les choses, l'ex-région Midi-Pyrénées est donc une des composantes de la région Occitanie et ce territoire a finalement été fortement engagé dans des politiques et des logiques d'action contractuelle, d'abord avec les territoires ruraux, notamment à travers les contrats de terroir, et puis ensuite, à partir des années 90, en direction des territoires urbains. Donc on est dans un contexte où finalement cette pratique de la contractualisation, pourrait-on dire, est un petit peu ancienne, et en même temps on est dans un contexte qui évolue, puisque aujourd'hui cette région, elle est à la fois impactée par la réorganisation des territoires et l'élargissement, et elle est aussi, mais comme toutes les autres, là pour le coup, impactée finalement par la distribution de nouvelles compétences. Donc finalement on a un cadre et des objets de la contractualisation qui peuvent évoluer dans ces nouveaux contextes. D'où l'intérêt pour nous d'observer finalement ces changements, notamment à partir de l'analyse des modalités de négociation des contrats, de leurs orientations et des types de relations qu'ils permettent ou non de soutenir entre les différentes catégories de territoires. Donc les villes moyennes, bien entendu, mais les villes moyennes et les PETR, les villes moyennes et les espaces ruraux, les villes moyennes et la métropole toulousaine. Donc c'est un petit peu ce qui nous a intéressés, et cette carte vous précise finalement quelles sont les communautés d'agglomération qui s'inscrivent dans cette démarche de contractualisation. Donc pour mettre en œuvre ce travail, cette communication, nous avons lu et interpréter les différents contrats des villes moyennes. Nous nous sommes intéressés aussi à leurs projets de territoire et nous avons conduit un certain nombre d'entretiens auprès des chefs de projet des agglomérations, 3 en particulier, Cahors, Rodez et Albi, donc des villes moyennes qui sont à 1 heure, voire plus d'1 heure de Toulouse, dans un environnement que l'on pourrait qualifier de marqué par la ruralité. Donc, pour présenter ce travail, nous avons organisé notre communication en 3 temps. Nous allons d'abord nous intéresser à la démarche et aux objectifs de la contractualisation territoriale en nous plaçant d'abord d'une manière générale, puis ensuite en regardant cette démarche et ses objectifs depuis la région et aussi ensuite depuis les villes intermédiaires. Laurence Barthes prendra ensuite la parole pour développer sur ce que nous avons pu identifier en matière précisément de contribution des contrats au positionnement de ces villes moyennes dans leur relation avec les différents territoires dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez 15 minutes et un peu plus. Oui. Enfin, nous soulignerons les limites rencontrées aujourd'hui par ces démarches contractuelles. Donc, premier point, nous allons nous intéresser donc à la contractualisation d'un point de vue général. Donc, c'est une démarche historique, je n'y reviens pas. C'est une démarche qui s'est élargie des contrats de terroir aux contrats d'agglo, mais aussi aux contrats de PNR, aux contrats de massif. Et c'est une démarche qui finalement a été encouragée par l'évolution législative. La LOADT, puis la LOADDT sont et ont été des accélérateurs finalement à cette contractualisation, notamment avec ce volet territorial qui va concerner les villes moyennes à partir des CPER de 2000-2006. D'un point de vue général, on peut dire aussi que ces contrats soulignent un fort engagement de la région dans les contrats, un engagement qui ne se dément pas sur le temps long et dans lequel même la part de la région est finalement proportionnellement de plus en plus importante, alors que l'État est aussi co-signataire de ces contrats. Un document qui peut être co-signé par les départements, mais là on a vraiment des géométries très très variables et des niveaux d'engagement des départements qui diffèrent beaucoup.
Cette démarche de la contractualisation, elle va, dans notre région, peu à peu être déclinée dans d'autres domaines plus sectoriels, celui des transports, celui de la culture, celui du tourisme. Principalement, on peut citer, et notamment parce que ce sont des compétences régionales, le plan RAI qui a donné lieu à une contractualisation sectorielle importante. Depuis 2014, donc sur les contrats en cours et sur ceux qui vont venir, on est dans une nouvelle phase de contractualisation, une phase qu'on pourrait qualifier de plus intégrée, formalisée dans ce que l'on appelle des contrats régionaux uniques, c'est-à-dire des contrats qui compactent précisément tous les contrats sectoriels, en plus du contrat d'agglomération, donc dans lesquels on retrouve également, par exemple, les contrats de ville. Cette contractualisation, d'un point de vue général toujours, dans notre région, elle concerne de nouveaux territoires. On a en effet des communautés de communes qui sont passées en communautés d'agglomération. On peut penser à Cahors et à Auch, qui portent aussi cette contractualisation sur des périmètres de plus en plus élargis. C'est le cas de la communauté d'agglomération de Tarbes, Lourdes-Pyrénées, et également du périmètre de Cahors. Et puis, elle intègre aussi, et ça c'est nouveau, et ça va donc être des éléments à prendre en considération pour la région, elle intègre des communautés d'agglomération qu'on pourrait presque qualifier de beaucoup plus rurales, avec par exemple Foix-Varilhes, mais aussi avec la nouvelle communauté d'agglomération de Gaillac-Grouillé. Donc finalement, on est dans une nouvelle configuration de ces contrats, des contrats qui sont peut-être de plus en plus exigeants, et en tous les cas qui vont exiger l'intégration de nouvelles problématiques d'aménagement et de développement territorial. Donc il y aura là beaucoup à suivre. Donc voilà quelques considérations générales. Maintenant, si nous nous intéressons à ce qu'apporte le contrat, quand on se place du côté de la région, eh bien clairement le contrat pour la région, bien finalement, il permet de décrire et de traduire une déclinaison territoriale des priorités régionales. Avec toutefois, on apporte un petit bémol au fil du temps et au fil de l'avancée des contrats. La prise en considération d'orientation nationale, voire d'orientation européenne, qui va de plus en plus influer sur ce que la région sera prête à financer avec les villes moyennes. Il rend le contrat plus lisible, les compétences, les engagements financiers de la région. Il traduit donc ce souci de proximité avec les agglomérations. Donc il participe de la redistribution des aides publiques, mais en intégrant des paramètres comme la diversité des ressources, les besoins des territoires. Donc en appliquant évidemment entre villes moyennes des critères d'attribution, comment pourrais-je dire, prendre la richesse, puis qui tiennent aussi en compte de la population, etc. Pour la région, ces contrats, ils privilégient clairement des investissements structurants et des investissements qui parfois peuvent s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'appuyer des trajectoires territoriales, puisque il y a poursuite de ces financements sur plusieurs contrats. Enfin, il nous semble pour la région, et quand on discute avec la région, que les contrats ont permis d'étoffer l'armature, le fonctionnement aussi en réseau des villes de Midi-Pyrénées, à travers cette montée en gamme des villes intermédiaires, qui, par ce biais, renforcent aussi leur influence et leur relation avec leur hinterland et confortent quelque part leur centralité. Merci. C'est pas possible. Vous n'avez pas fini? Mais Madame Barthes doit aussi s'exprimer. Ça fait déjà un quart d'heure. Vous allez lui laisser la portion congrue? Non, pas du tout. Ah bon? J'avoue que on dépasse les 15 minutes. C'est pas grave. Alors, je vais donc aller plus vite si on se place du côté des villes intermédiaires. On peut recenser deux types d'effets finalement. Ce qui nous a paru important à souligner ici, c'est que ces contrats, ils sont un moyen de lancer les réflexions autour du projet de territoire. Parce qu'avant la contractualisation, il est important de réfléchir à ce que l'on veut faire. Donc ça, c'est intéressant. Il constitue évidemment un cadre d'action privilégié pour les financements croisés. Je ne m'arrête pas. Il permet de sécuriser les projets, entre autres parce qu'on peut être sur du long terme.
Enfin, un élément intéressant quand on se place aussi du côté des villes moyennes, dans certains contextes, il peut participer d'une certaine forme de lobbying des villes auprès de la région. Elles font remonter des besoins, des questions centrales en matière d'aménagement, et ces préoccupations peuvent être et devenir des priorités pour la région. Il peut favoriser des relations nouvelles entre les villes moyennes, des échanges d'expériences, un partage de compétences. Ça, on nous l'a vraiment beaucoup dit. Enfin, pour les jeunes agglomérations, à travers le contrat, eh bien, il y a aussi moyen d'échanger entre élus. Si on se place cette fois-ci, non plus d'une manière générale pour les villes moyennes, mais sur un volet plus opérationnel. Oula. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, élargissement et vraiment renforcement de l'offre d'équipements structurants. Vous ne serez pas surpris dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine aussi de l'intervention sur les espaces centraux. Mais quand on regarde l'ensemble des contrats des villes moyennes de Midi-Pyrénées, on voit bien quand même que toutes les villes moyennes n'ont pas les mêmes priorités, n'ont pas les mêmes stratégies. Et on pourrait, alors non pas opposer, mais illustrer le volet culturel et touristique par la ville d'Elby, et puis être davantage sur un volet plus économique, accompagnement, développement de ZAE, etc., sur des agglos comme Tarbes ou Castres. Ce qui nous a semblé aussi intéressant de dire, c'est que parfois, à travers le contrat et à travers la montée en compétence des équipes et des chargés de projet, eh bien, on peut parfois accéder à des démarches d'excellence, d'expérimentation, alors qui ne sont pas financées par les contrats, qui peuvent être financés ailleurs. Hein. On peut évoquer le cas pour Cahors du projet Ville de demain, financé par la Caisse des dépôts et consignations, etc., etc. Donc, je vais enfin donner la parole à Laurence Barthes, qui va, vous évoquer comment, finalement, ces contrats participent du positionnement des villes moyennes dans le système. Merci, madame. Je vous presse un peu, mais c'est mais le jeu normal. Je n'ai pas montré les tableaux. Bon, ben, voilà. Oui, on avait quelques données, mais qui seront dans votre communication. Par ailleurs, sur ce que représentent ces projets, ces contrats. Voilà, aussi quelques illustrations des réalisations, musée Soulage, théâtre des Cordeliers, une zone d'activité à Castres et le musée Ingres à Montauban, toute une série de projets qui participent effectivement, comme l'a dit Florence Lomière, du rayonnement des villes intermédiaires et auquel est parfaitement inscrit dans ces démarches contractuelles. Donc à partir de cet état des lieux finalement des objectifs des contrats et de ce qu'elles en attendent, pour revenir à la thématique du colloque, l'idée c'était de voir finalement à travers cette démarche contractuelle quelles sont les interactions que génèrent ces démarches contractuelles. Alors, la première, on a finalement raisonné un petit peu par échelle, et ça montre aussi finalement que ces interactions sont difficiles à construire, parce que bon, le premier niveau, c'est au sein des communautés d'agglomération. Donc, effectivement, la démarche contractuelle, elle vient renforcer une intercommunalité institutionnelle, et elle vient renforcer le cadre d'un dialogue entre une commune-centre, on va dire, de taille moyenne, et des communes périurbaines, voire des toutes petites communes rurales parfois. Donc c'est un nouveau cadre qui facilite le dialogue entre des communes de rangs différents. C'est une manière aussi de partager de l'ingénierie, même si au départ les contrats sont davantage au service de la ville-centre à travers des équipements structurants. On se rend compte qu'au fil de la route, et la région va devenir exigeante sur cette perspective à partir de 2018, c'est le fait finalement que le contrat serve aussi à réirriguer par plutôt des politiques de services en matière de santé, parfois de culture, les communes périphériques. Et le partage d'ingénierie est sans doute peut-être un des acquis les plus importants, puisque en particulier sur des communautés d'agglos nouvelles, on a vu combien des toutes petites communes pouvaient s'appuyer sur un réseau d'expertise auquel elles n'avaient pas accès, en dehors peut-être des services départementaux, des conseils départementaux. Donc, ça participe de la consolidation finalement d'une relation entre une ville et des communes périurbaines et rurales. Ensuite, autre positionnement, ces contrats, ils permettent aussi, mais là c'est sans doute là que ça commence à pêcher un petit peu, ils sont censés faciliter aussi un dialogue entre la communauté d'agglomération et les territoires ruraux proches. Alors, ce qu'on constate dans une région, je dirais, à forte expérimentation de contractualisation, c'est qu'il y a des contrats qui existent dans les territoires ruraux autour des pays, aujourd'hui autour des PETR, et l'injonction aujourd'hui, elle est portée à la rencontre entre ces deux cadres de contractualisation. Or,
Cette rencontre, on va être sincère, elle est aujourd'hui plutôt délicate, elle est loin d'être intégrée dans les démarches, et parfois même il y a de la friction. C'est-à-dire qu'on a même des communautés d'agglos qui se sont parfois même construites pour résister au poids finalement de l'organisation du territoire de projet rural, mais on voit aussi des prémices finalement d'un nouveau dialogue entre communautés d'agglos et territoires PETR ou pays, où on va vers l'hypothèse de signature, de co-signature de contrats entre les PETR et les agglos. Mais cette situation est aujourd'hui encore stable. Il y a un cadre qui facilite un peu plus le dialogue entre les villes moyennes, les communautés d'agglomération et leur interland rural, ce sont les SCOT. Alors c'est là finalement le prétexte de la planification territoriale dans notre contexte régional qui devient une petite fenêtre d'ouverture pour un dialogue mais qui n'a pas à ce stade atteint le stade de la maturité. Ensuite, toujours dans cette réflexion sur les interactions et le positionnement, on va dire, de la relation ville moyenne-territoire, c'est effectivement la relation des villes moyennes entre elles. Alors, dans le contexte sur lequel nous avons travaillé, la contractualisation, qui est donc ancienne, 20 ans, plus parfois 30 ans d'histoire derrière, a par petits pas permis finalement la création d'une micro-culture, on va dire, de développement entre ces villes moyennes, mais qui est une culture de partage d'expérience, là aussi d'ingénierie, d'effets de réseau, mais qui reste finalement aujourd'hui informelle en fait. Ensuite, alors on arrive à la métropole. Quel dialogue avec la métropole? Alors jusqu'à aujourd'hui, la politique contractuelle de la région n'intégrait pas les métropoles. Ça va être le cas à partir de 2018. Par contre, il se trouve qu'il y a quand même des cadres qui se sont mis en place. Donc d'abord, une métropole comme Toulouse, elle se préoccupe principalement de coopération avec des villes de son rang, voire du rang supérieur, et elle ne s'est pas forcément spontanément retournée vers ces villes moyennes. Mais il y a quand même une expérience qui a été impulsée à partir du milieu des années 2000, qui s'est un petit peu institutionnalisée en 2013 avec la création d'une association de dialogue métropolitain qui intègre les villes moyennes dans un échange avec la métropole. Alors aujourd'hui, dire que c'est un réseau qui fonctionne, alors bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure Gwenaëlle Doré autour des contrats de réciprocité, il y a de l'intention, il y a du discours, mais peu effectivement aujourd'hui, alors on peut mettre des cases pour dire on veut travailler sur la mobilité, le tourisme, la culture, l'économie, l'enseignement supérieur, mais on reste finalement dans un dialogue, pas de sourd, mais en tout cas qui se concrétise peu. Et du point de vue des villes moyennes, on se réfère un petit peu à la métropole, mais en fait, on ne veut surtout pas en être perçu comme la petite sœur ou le satellite. On essaie de renforcer finalement sa gamme pour exister à côté de la métropole. Ensuite, dernier élément du positionnement territorial, c'est donc avec la région, dont l'objectif, c'est pour les villes moyennes, c'est d'exister dans l'espace régional. Le contrat n'est un moyen, il n'en est pas le seul, mais ça permet effectivement la mise en œuvre historique de cette politique de contractualisation fait qu'effectivement la figure de la ville moyenne est bien identifiée dans l'espace régional, mais aujourd'hui, elle est fortement bousculée par l'élargissement du périmètre et le fait que, par exemple, nos villes moyennes de Midi-Pyrénées ont pour beaucoup perdu leur statut de deuxième ville de la région et l'élaboration du SRADET aujourd'hui est un moyen pour elles de réaffirmer leur existence dans cet espace régional. Alors pour terminer, juste avant la conclusion, les écueils et les limites de ces politiques de contractualisation. D'une certaine manière, ce qu'on constate aujourd'hui, il y a deux écueils, peut-être trois, pour résumer. Le premier, c'est que finalement, on se rend compte qu'on parle beaucoup des contrats. On parle aussi beaucoup de certaines politiques qui donnent une vision transversale. Mais quand on regarde les lignes financières, on se rend compte que dans les territoires, il y a beaucoup plus d'argent qui arrive en dehors d'aides publiques, qui arrive en dehors des contrats, que par les contrats. D'où cette intention aujourd'hui d'aller vers des contrats régionaux uniques pour essayer finalement de rendre plus cohérente l'intervention régionale au sein des territoires. Autre écueil, ou en tout cas autre point de sensibilité et d'intérêt, c'est finalement aujourd'hui autour des méthodes de conduite de l'action publique. La démarche contractuelle, elle a favorisé la logique du projet, de l'action transversale, d'une gouvernance, on va dire, ouverte. Et aujourd'hui, elle rencontre, certains nous ont dit parfois, elle percute d'autres logiques et d'autres mécanismes de distribution ou d'affectation des fonds publics qui sont les appels à projets,
qui, eux, agissent pas forcément sur un territoire de projet, qui peuvent remettre en scène des communes, qui agissent sur des thématiques sectorielles, qui portent des focus, qui exigent une ingénierie finalement de réactivité offensive. Et finalement, voilà, toutes les politiques contractuelles, tous les territoires engagés dans des démarches de contractualisation ne sont pas à égalité vis-à-vis de ces démarches qui peuvent soit venir renforcer finalement la logique de contractualisation, soit au contraire l'affaiblir. Merci. Voilà. Bon, j'avais juste une dernière remarque, mais je la laisserai en suspens. Le SRADET, il a certainement... Alors, schéma régional d'aménagement et de développement équilibré des territoires. Est-ce qu'il a un rôle... Il me semble qu'il a un rôle plus important à jouer et qui témoigne très certainement que pour les espaces ruraux ou les espaces intermédiaires, finalement, la région est peut-être plus importante que la métropole. C'était effectivement une de nos questions de conclusion, c'est de dire finalement quel est le... Je pense que c'est important dans cette question du positionnement des territoires, du rapport entre villes intermédiaires, métropoles, espaces ruraux, c'est finalement quel est aujourd'hui le rôle régulateur de la région. Alors, on pourrait, quand on regarde les intentions, dire, il y a effectivement, on est dans notre contexte régional. Je pense que peut-être en Rhône-Alpes, les choses s'exprimeraient différemment, en Bretagne aussi, mais on est dans une volonté d'affirmation d'un leadership régional, mais avec quand même un certain nombre de paradoxes. C'est-à-dire que la région, aujourd'hui, elle veut que l'ensemble... Enfin, elle est dans une démarche de couverture totale de l'ensemble de son territoire par des contrats. PETR, contrats d'agglo, contrats de métropole, contrats avec des territoires de projet. Mais en même temps, ça va dans une logique plutôt de juxtaposition des territoires. C'est-à-dire qu'on les approche par une approche, on va dire, territorialisée. De l'autre côté, le SRADET... Il est plutôt dans une perspective finalement d'approche des dynamiques territoriales, sans doute davantage des effets d'interaction, de complémentarité, voire de rupture entre les territoires. Et donc je pense qu'il y a un scénario intéressant à suivre dans les 18 mois qui viennent. Il y en a peut-être un témoin ici, mais il ne va pas parler de ça, parce qu'il est impliqué dans le suivi du SRADET. Non, il vient de commencer il y a un mois en fait, la concertation. Donc ça sera intéressant de voir comment ce SRADET finalement re-questionne la place des territoires et ces fameuses solidarités horizontales qui restent à construire encore. Vous avez beaucoup parlé d'ailleurs des contrats et sur le plan sémantique, il y a certainement pour le plan juridique une différence entre le pacte et le contrat. C'est dommage qu'il n'y ait pas de juriste. Moi, je suis à la retraite, donc je ne fais pas d'analyse, je fais que le modérateur. Mais je pense qu'il y a là de véritables contrats, alors que le pacte n'en est pas un. Voilà. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des questions à poser dans la salle ? Pardon. J'avais une question par rapport au... Vous avez évoqué les contrats avec les villes moyennes, avec les PETR. J'observe dans plusieurs régions qu'aujourd'hui... les PETR, donc, qui sont les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui réunissent plusieurs communautés de communes, voire une communauté d'agglomération dans le tas, ont tendance à signer avec les régions, mais en associant les communautés de communes membres. Donc c'est une co-signature, communauté de communes, PETR. Est-ce que vous observez la même chose en Midi-Pyrénées ? Parce que l'idée, c'est d'avoir une gouvernance partagée entre l'intercommunalité de premier niveau, la communauté de communes, et le territoire plus vaste qui est constitué dans le PETR. Sur les PETR, les contrats sont signés avec les syndicats mixtes. Il n'y a pas une signature dans les contrats actuels, il n'y a pas de signature avec les présidents les intercommunalités. Non. D'accord. Par contre, il y a une signature, le changement de posture de la région, là aussi, ça participe peut-être de l'affirmation d'un potentiel leadership. C'est ce que jusqu'à aujourd'hui, les contrats étaient co-signés par l'État et les départements. Pour ceux qui vont être signés dans le premier semestre 2018 jusqu'en 2021, la région signe, l'État vient s'il veut, le département vient s'il veut, mais la région n'attendra pas après ses co-signataires. Elle signera de fait avec le territoire organisé de projet. Donc la région Occitanie, désormais réunit l'ancienne région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'ancienne. Est-ce que vous avez des éléments sur l'harmonisation des politiques entre les deux régions ? Je prends un exemple, par exemple, la région Languedoc-Roussillon va abandonner le financement de l'ingénierie au territoire. Donc désormais, avec le fait qu'elle est rapatriée, si je puis dire, dans le cœur Occitanie, est-ce qu'il y a de nouveau un financement de l'ingénierie en Languedoc par la région Occitanie ? Donc quid de l'harmonisation ? L'harmonisation, elle est en cours de réalisation. L'Assemblée plénière a voté en juin dernier, ça va être revalidé en
décembre, et ces nouvelles règles d'intervention sur la contractualisation, où il est bien précisé que tous les territoires, les 2 métropoles, les 21 communautés d'agglo et une communauté urbaine, et puis les territoires de projet vont contractualiser, avec bien sûr des bases d'intervention financière différentes en fonction du potentiel fiscal, du nombre d'habitants, etc. Par contre, sur la question de l'ingénierie sera financée dans les territoires de projets ruraux, mais toujours pas dans les communautés d'agglomération. Il y a une distinction qui est faite. De la même manière, il y avait une distinction qui était faite sur les thématiques. Par exemple, le secteur du social, de l'enfance, de la petite enfance n'était pas financé dans les contrats d'agglo, il l'était dans les contrats plutôt des PETR et des PNR. Là, par exemple, c'est une compétence, enfin, un domaine d'action qui sera aussi intégré dans les communautés d'agglomération. Donc de l'ingénierie, oui, en fonction des richesses des territoires, mais que dans les territoires à caractère rural et pas dans les communautés d'agglomération. Et il est évident que l'enjeu sur la nouvelle génération 2018-2021, toute petite génération, c'est effectivement que tout l'Est, alors on ne dit plus ex-LR, ex-Midi-Pyrénées, mais la partie Est de la nouvelle région, soit enfin, toutes les agglos puissent contractualiser avec la crainte pour les agglos de l'ex-Midi-Pyrénées qui est un phénomène de redistribution plus fort vers... Est-ce que vous avez le montant des crédits inscrits au budget de la région Occitanie pour ces actions de contractualisation? Un ordre d'idée? Oui. On les a, oui. Mais alors... c'est beaucoup, pas beaucoup? C'est du saupoudrage? C'est... Voilà, vous avez les montants sur la génération en cours, là, pour les crues. Alors, par contre, il n'y a pas, et c'est normal, hein, puisqu'ils sont constitués depuis peu, il n'y a pas par exemple, Groyer-Gaillac, il n'y a pas les territoires ruraux qui sont organisés depuis peu en communauté d'agglo. Mais voilà, vous avez une idée, là, un petit peu du montant des différents contrats, dont on disait tout à l'heure qu'en fait, ils étaient aussi pondérés par plusieurs éléments. D'abord la population, ensuite la superficie des périmètres, ensuite les capacités fiscales et les recettes des territoires. Voilà, et donc le total dans le budget, c'est pas correct. Par rapport au budget total de la région, bon, j'avoue que le budget de la région, c'est 3-4 milliards, non? Ouais, je l'ai pas en tête, je ne l'ai pas vérifié. D'accord. Ok, merci. Donc ce travail de recherche est réalisé dans le cadre d'une thèse menée en CIFRE, donc à la fois au sein de l'UMR Géographicité, dont vous avez le logo à gauche, et de l'association Sol et Civilisation. Elle est aussi soutenue par 3 autres partenaires, que sont la Caisse des dépôts, France Urbaine et la Fondation Avril. Vous verrez que rien que dans le montage de la thèse, on fait de la relation ville-campagne, puisqu'on a des partenaires ruraux et urbains. Donc rapidement, comment va se dérouler cette présentation? Un petit point d'abord sur qu'est-ce que c'est que ces nouvelles relations ville-campagne dont je parle dans le titre, qui sont en fait mon objet de recherche de thèse. Ensuite, je vous présenterai un cas d'étude exploratoire donc, qui porte sur Rennes. Alors, je souhaite dissiper tout de suite une confusion possible sur Rennes. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'études et beaucoup de projets, notamment sur l'alimentation et l'agriculture à l'échelle du pays dans ce cas. Ce n'est pas le projet que je vais vous présenter. Pour le mien, c'est en lien avec la collectivité eau du bassin rennais. Et donc, c'est à l'échelle presque régionale, puisque c'est entre la métropole et ses bassins versants. Vous aurez une carte par la suite. Et en plus, ça couple à des enjeux d'agriculture et d'alimentation, des enjeux de protection de la qualité de la ressource en eau. Et enfin, en troisième et dernière partie, je vous présenterai des perspectives sur les processus et les conditions de la solidarité entre espaces métropolitains et non métropolitains. Voilà, tout ça est exploratoire, il faut le prendre tel quel, et j'espère qu'on pourra approfondir tout ça ensemble. Alors, un premier point sur mon sujet, j'espère que je ne vais pas perdre tout le monde. Donc, plusieurs travaux de recherche abordent implicitement finalement ce qui peut être considéré comme des relations ville-campagne, et plus particulièrement celles qui portent sur les flux de matière et d'énergie. Alors, pas de panique, c'est les denrées alimentaires, c'est l'approvisionnement en eau, c'est la valorisation des déchets, par exemple. Dans ma recherche, j'étudie explicitement ces relations ville-campagne, puisque je pense qu'elles sont porteuses d'aspects novateurs par rapport à celles qui sont organisées par le modèle socio-écologique dominant. En fait, le modèle économique dominant qui est plutôt linéaire, qui organise les approvisionnements à une échelle internationale. Bref, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez ça très bien. Donc, je m'inscris pour cela dans le champ de l'écologie territoriale. Donc, probablement, vous connaissez ce champ-là, puisque c'est ce champ qui étudie le métabolisme urbain ou le métabolisme territorial. Il est lié à l'écologie industrielle. Ça doit vous parler, je pense.
Donc ce positionnement me permet dans ma recherche d'étudier à la fois les flux de matière et d'énergie et surtout d'y coupler le jeu d'acteurs, donc la gouvernance, tout en spatialisant l'ensemble puisque j'étudie bien des territoires, des villes et des campagnes. Surtout, il me permet de faire à l'articulation d'observations empiriques, de répondre à deux impératifs, à la fois redéfinir ville et campagne, ce que je ne ferai pas aujourd'hui sinon je vais perdre tout le monde, et de préciser les aspects novateurs des relations que je suppose, puisque je parle bien de nouvelles relations. Et sans plus attendre, un cas un petit peu plus pratique pour illustrer ce que je veux dire. Alors j'espère que la carte est lisible. Donc là, vous voyez bien l'échelle de la métropole qui est en pointillé rouge et les bassins versants avec les petits points roses qui sont les agriculteurs impliqués dans le projet. Alors rapidement, j'ai parlé de la collectivité eau du bassin rennais. Qu'est-ce que c'est que cette structure? Elle est depuis 1992 le syndicat de production et de distribution d'eau potable pour les 43 communes de Rennes Métropole et 13 autres communes voisines. Transformée en société publique locale en 2013 à la suite de la loi MAPTAM, elle produit de l'eau pour les 460 000 habitants de son territoire, soit environ 45% des besoins en eau du département. Donc, cette collectivité agit sur la gestion foncière des zones d'approvisionnement en eau et sur la valorisation économique des productions agricoles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet finalement, avec cet acteur qui le porte comme acteur principal? Alors, confrontée à la dégradation de la ressource en eau, cette collectivité a décidé de s'investir dans une politique de protection des ressources en eau. C'est à la suite d'un voyage d'études en Allemagne que cette collectivité a développé l'idée de coupler des enjeux à la fois économiques et environnementaux dans ces processus. Concrètement, il s'agit de chercher à valoriser les produits des exploitations agricoles situées en amont des captages d'eau potable, c'est-à-dire ceux qui sont ciblés par ces enjeux de pollution. Cependant, ces acteurs ne savaient pas comment concrétiser cette idée, il fallait expérimenter. De fait, l'achat public pour les restaurations collectives, qui peut constituer un levier économique pertinent, exige de respecter le Code des marchés publics. Or, celui-ci, vous le savez très bien, interdit le localisme, même s'il y a eu des amendements qui ont été faits récemment. Donc, ce n'est qu'à la suite du Grenelle de l'environnement et du décret de mai 2008, qui fixe l'objectif de 20% de produits locaux et biologiques, mais pas exclusivement, pour les restaurants administratifs d'État, que cette collectivité a repris ce travail et ce projet. Donc l'enjeu réside dans la façon de présenter les marchés publics afin de pouvoir les orienter vers les exploitations situées par ces enjeux de pollution. Donc le service des marchés publics de Rennes Métropole, en partenariat avec les services de la collectivité eau du bassin rennais, ont trouvé une solution en 2011, donc c'est assez récent. Il s'agit de réaliser des marchés de prestations de services, protection des ressources en eau, avec comme support l'achat de denrées alimentaires. Donc la construction du cahier des charges de production a été élaborée en partenariat avec les représentants d'acheteurs, de consommateurs et de producteurs. Deux points sont essentiels. L'engagement à faire progresser significativement les indicateurs de durabilité selon la méthode IDEA, donc indicateur de durabilité des exploitations agricoles, et différents critères d'entrée tels que l'absence des phytosanitaires les plus retrouvés dans l'eau. Tout cela a été élaboré de concert avec des agriculteurs ciblés par le projet. Donc des producteurs, donc ces agriculteurs en capacité de répondre, ont été identifiés. Le cahier a été élaboré avec eux. Et plusieurs points étaient importants, notamment sur la capacité des volumes à fournir, le type de production et l'évolution des menus de la restauration scolaire possible en conséquence. Là, ce sont des choses un peu techniques, mais c'est aussi très terre-à-terre, c'est-à-dire que si on a des carottes et qu'on ne peut pas les transformer, comment on fait pour les mettre dans la restauration collective, si on a une cuisine, etc. C'est des choses très terre-à-terre, mais qu'il fallait prendre en compte pour voir ce qui pouvait être possible de chaque côté. Donc, depuis 2015, un marché expérimental avec la ville de Rennes a été mis en place pour une durée de 3 ans et attribué à 3 producteurs pour un montant annuel de 50 000 €. Donc, au départ, c'est quand même très petit comme projet. Et vous allez me dire, les agriculteurs là-dedans. Donc, j'en parle depuis tout à l'heure, mais je ne dis pas ce qu'eux pensent ça, ce que pensent de ce projet. Donc, leur adhésion n'a pas été unanime. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un travail de terrain exploratoire et non pas approfondi, donc je n'ai pas pu, dans le temps imparti, échanger avec eux, malheureusement. Une étudiante a fait une partie de ce travail-là. Elle explique qu'une partie de ce monde agricole a vivement réagi face à cette remise en question des systèmes de production bretons, principalement tournés vers l'export, donc le modèle socio-écologique dominant. De plus, un certain nombre d'entre eux y ont vu un moyen d'imposer l'agriculture biologique. Ce qui était évidemment un malentendu, puisque j'en ai pas parlé depuis le début. L'idée, c'est d'avoir un projet avec ces agriculteurs et de faire évoluer leurs pratiques, sans forcément aller vers le biologique. Donc, tout ça
a nécessité des moments d'échange, de débat, d'interconnaissance et de co-construction du projet. Alors, les bilans et les perspectives aujourd'hui en 2017. Cette phase expérimentale elle a été jugée positive par la ville de Rennes et la collectivité eau du bassin rennais. Une seconde phase a été initiée avec une perspective d'élargissement, c'est-à-dire qu'un deuxième groupement de commandes a été mis en place avec 15 communes et 20 producteurs agricoles. Donc on voit que le projet est en train de monter un peu en puissance. À terme, l'objectif c'est bien ça, de faire monter en puissance pour créer une centrale d'achat qui réunirait les communes et leurs délégataires privés. Donc le marché à conquérir est à peu près de 170 000 repas par jour. Et cette centrale devrait aussi permettre d'ouvrir d'autres débouchés hors restauration collective et plus largement hors des seules denrées alimentaires. Donc là, on va sur de l'approvisionnement plus large de ressources, c'est-à-dire les écomatériaux, l'énergie. Donc là, on élargit le spectre des relations possibles entre les métropoles et les ressources des territoires ruraux. Dans cette perspective, plusieurs études et projets sont en cours, dont celui de la marque de territoire nommée Terre de Source. Alors, pour le moment, c'est ça changera peut-être d'ici là. Voilà, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'établi. Cependant, il a été décidé pour ce futur marché de bien élargir le territoire de production éligible à l'ensemble du pays de Rennes. Et donc là, on vient faire écho en fait, au projet qui existe depuis un certain temps. Il s'agit aussi de surmonter finalement le premier projet et ses contradictions qui ne sont pas tant que ça, puisque l'idée au départ, c'était de travailler sur de la qualité de la ressource en eau qui, de fait, excluait un ensemble d'agriculteurs et de communes qui n'étaient pas concernés par ces enjeux. On voit que ça a bien fonctionné, donc là, ils veulent profiter de cette dynamique pour élargir plus largement à d'autres communes et à d'autres agriculteurs en les incluant juste sur une thématique d'agriculture et d'alimentation. Et évidemment, en parallèle et en lien avec cette démarche, la métropole de Rennes avait élaboré un programme local d'agriculture en 2008. Là, ils sont en train de travailler sur un projet alimentaire territorial. Donc, on a plusieurs initiatives qui, finalement, profitent de cette dynamique pour essayer de faire monter en puissance un projet. Alors, les perspectives exploratoires. Finalement, que retenir de tout ça et en quoi ces cas d'études portant sur les nouvelles relations ville-campagne ouvrent des perspectives sur les procédures et les modalités de la solidarité entre espaces métropolitains et non métropolitains. Alors, je réitère encore mon histoire de perspective exploratoire. Vous allez voir que ça peut être probablement facilement démontable, qu'il faut le tester, qu'il faut l'approfondir, et j'espère qu'on pourra en discuter après. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est la transversalité dans ces relations, c'est-à-dire qu'elles traversent à la fois les secteurs, par exemple pour le cadre de l'agriculture, l'alimentation et l'eau, et aussi des enjeux de foncier, puisque c'était lié, j'en ai pas parlé, on ne peut pas tout faire. Donc les échelles et les types d'acteurs, et elles participent à une articulation filière-territoire en étant porteuses de ces deux logiques. Je ne l'ai pas vraiment montré pour Rennes, mais j'ai un autre cas d'étude en Ile-de-France sur l'agriculture biologique, et on voit très bien dans ce cas-là ce besoin d'articuler à la fois une logique de filière et à la fois une logique de territoire dans une perspective de réciprocité. Alors finalement, on sort un peu des modes d'action traditionnels qui sont en silo, on va vers de l'expérimentation, une articulation qui est à la fois de la compétence et du projet. Typiquement pour le marché public, ils ont dû innover et ça va peut-être passer en compétence parce qu'on va peut-être le pérenniser. Tout ça est en construction. Et on a un facteur temps assez important. Pour le projet dont je vous ai parlé, ça fait presque 15 ans qu'ils sont dessus et là, ils commencent à envisager à monter en puissance et à élargir les débouchés et puis les exploitations installées. Donc, c'est un facteur non négligeable et pour mes 4 autres études de cas, c'était toujours un pas de temps de 5 à 10 ans. Donc, ça veut dire aussi de l'investissement dans de l'animation, une pérennité des acteurs et de l'investissement. Donc ça, c'est non négligeable. Deuxième point, c'est un décloisonnement des villes et campagnes avec une réappropriation ou du moins une réactualisation des enjeux d'interdépendance, typiquement sur l'approvisionnement alimentaire en eau et que sais-je encore, une reterritorialisation de ces flux de matière et d'énergie par la relocalisation du jeu de producteurs-consommateurs. Donc certaines ressources qui avaient des débouchés lointains sont déviées et d'autres sont créées à travers la création de débouchés locaux. Alors, finalement, ce que je vous dis, vous allez me dire, oui, mais ça fait écho en fait au processus de développement local avec les travaux de Bernard Pecker et de Pierre Campagne. On pourrait faire clairement un parallèle là-dessus. Oui, je suis d'accord, mais avec précaution, c'est-à-dire que quelles modalités pour ces agriculteurs? Est-ce qu'ils peuvent être à l'origine de ces processus? Là, ça part en l'occurrence d'une instance qui est plutôt métropolitaine. Il faut voir si dans d'autres cas,
ils peuvent impulser et réussir à échanger avec les métropoles, avoir un interlocuteur au sein de ces structures-là, et comment ils trouvent leur place dans ces processus. Est-ce que c'est un moyen pour eux aussi de se développer? Est-ce qu'ils sont gagnants dans ces processus-là? Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas la métropole qui s'accapare des terres agricoles et qui sécurise son approvisionnement? On en a parlé un petit peu ce matin. C'était dans l'atelier 3, je crois. Enfin, troisième point, dans ces relations de campagne, ce que j'observe, c'est une combinaison et une articulation des différents projets portés par les acteurs de l'art et des relations. Donc là, ça fait écho à cette idée de développement local. Si ça c'est confirmé, effectivement, ça voudrait dire que ces nouvelles relations de campagne, elles s'inscrivent dans ces processus de développement locaux et elles pourraient même les faire monter en puissance. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que chacun y trouve son compte, qui prend en compte aussi les besoins des autres. C'est-à-dire que la métropole ajuste aux agriculteurs et vice-versa. Donc là, on est vraiment dans un processus de co-construction. Pas idyllique, clairement, il ne faut pas non plus être stupide. Il y a des moments de conflits assez importants, il y a des échanges parfois compliqués, parfois certains décrochent, d'autres viennent, mais in fine, on arrive à avoir cette modulation et finalement de partie du projet de la métropole à un projet complexe et multi-acteurs. Évidemment, ça pose le lien, par exemple, pour l'agriculteur. Est-ce qu'il a accès à son foncier? Est-ce qu'il garde son foncier? Est-ce que son bail est pérenne? Qu'est-ce que ça lui rapporte d'aller là-dedans? Pour la restauration scolaire, ça veut dire aussi que de juillet à août et pendant les vacances, comment il écoule sa production? Voilà, ça soulève un ensemble de questions. Et dernier point, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, l'ensemble de ces dynamiques, elles sont porteuses de dimensions environnementales, économiques et sociétales. Ça vous rappelle quand même les 3 piliers, je pense, du développement durable. C'est une question à poser, c'est-à-dire qu'est-ce que ces nouvelles relations de campagne, elles pourraient être une voie pour le développement durable et donc répondre à la compétence distribuée à la métropole à la suite de la loi MAPTAM. Merci, mademoiselle, pour vos propos assez novateurs, finalement. L'avenir des espaces intermédiaires ne repose pas que sur des réformes institutionnelles ou des actions institutionnelles, il repose aussi sur des solidarités, des interterritorialités, des synergies. Simplement, moi, je m'interroge, mais là, je suis encore une interrogation de juriste, comment la société publique locale peut s'engager dans ce genre d'action, vu les bornes qui sont mises à ses compétences. Normalement, elle ne distribue que l'eau et compétences en matière d'assainissement. Il n'y a pas de juriste dans la salle, donc on ne répondra pas à cette question. J'ai une réponse, mais elle est difficile à apporter parce que l'affaire est devant le Conseil d'État. Donc, pour une autre société. Donc, je vous remercie. Hein, c'est un propos tout à fait novateur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette intervention ? Donc, du coup, la question, c'est au regard de toutes les dynamiques qu'on voit émerger autour de projets alimentaires territoriaux, de stratégies alimentaires territoriales, est-ce que là, on n'a pas vraiment un objet spécifique de ces nouvelles relations ville-campagne ? Ça, c'est la première question. Et puis, du coup, la deuxième, ça serait... là, aujourd'hui, vous parlez de solidarité. Je vous ai entendu parler précédemment, vous parliez plutôt de réciprocité. Du coup, moi, j'aime bien effectivement cette notion de réciprocité parce que ça me paraît un peu moins daté aussi que solidarité. Et on est moins dans une relation dominant-dominé peut-être. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous maintenez solidarité? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans réciprocité? Est-ce que ça pourrait pas être le nouveau vocable pour des relations ville-campagne? D'accord. Merci pour votre question. Alors sur le point de la réciprocité, en fait, c'est simplement un transfert probablement d'éléments de langage entre la sphère scientifique et politique, parce qu'on a parlé des contrats de réciprocité ville-campagne. Je les ai mis en place pendant 6 mois au sein du CGET. Du coup, effectivement, j'ai cet héritage de langage. Mais l'idée de cette thèse, dans ces nouvelles relations ville-campagne, c'est de voir si elles amènent de la réciprocité. Dans ce cas-là, quelle forme de réciprocité concrètement, qui gagne quoi et quelle forme ça prend. Donc effectivement, il y a probablement des éléments de langage à poser qui le seront, j'espère, d'ici la fin de la thèse. C'est vrai que la solidarité amène un héritage un petit peu plus lointain, mais pour moi, voilà, c'est vraiment essayer de définir au moins, de donner du contenu et après, effectivement, de trouver un mot efficace là-dessus. Alors, sur les politiques, en fait, j'avais une slide là-dessus. On voyait que pour le CADREN, en fait, sur le projet alimentaire territorial, je ne sais pas si ça vient donner un second souffle. En tout cas, ça vient se greffer sur une dynamique expérimentale et ça peut peut-être l'aider à le faire monter en puissance. Pour la loi Grenelle, par exemple, ça a aidé à débloquer la situation. Et
je faisais un lien avec les politiques transversales émergentes, type contrat de réciprocité ou le volet coopération du pacte État-métropole. Peut-être qu'il y a quelque chose à créer entre toutes ces expérimentations, ces politiques finalement qui sont assez spécifiques, assez sectorielles, même si elles essayent de dépasser ça. Pour le projet alimentaire territorial, il y a quand même des enjeux sur, par exemple, le gaspillage, l'agriculture, c'est assez élargi. Mais je pense qu'il y a des liens là-dessus à faire. Peut-être que vous voulez rebondir, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Tout à fait. Oui, non, les projets alimentaires de territoire, mais je considère que c'est vraiment hautement transversal. Mais oui, ils le sont beaucoup plus maintenant. Oui, vous avez raison. Comment dire, c'est plus une remarque qu'une question, mais je trouve extrêmement effectivement intéressant ce regard et cette logique de travail sur le métabolisme des territoires, et qui renvoie aussi dans cette question de l'exemple rennais, mais plus largement pour, je pense, tous les territoires, sur l'image, dans cette réciprocité que je partage également, ce terme de réciprocité que je trouve également intéressant, le fait que les territoires urbains, les villes développent des richesses, c'est toujours cette relation richesse, comment se répartit la richesse. D'accord, elles développent des richesses, des pôles d'excellence, des universités, des pôles universitaires, des pôles, des clusters économiques et autres. Mais finalement, ce qui ressort dans cet exemple sur la qualité de l'eau et la ressource naturelle, c'est que pour tous les enjeux qui sont ceux du XXIe siècle, de transition énergétique, écologique et autres, finalement, les territoires ruraux et périurbains, c'est ces territoires qui disposent des principales richesses vitales, l'eau, l'alimentation et l'énergie. Et nous, c'est vrai que sur nos territoires, ça renvoie au fait qu'un territoire urbain aujourd'hui qui veut être un territoire, soyons fous, à 100% ENR, ne peut pas le faire seul. Il sera obligé de tisser des liens. Et du coup, il y a vraiment cette question de réciprocité entre la... Alors, je préfère parler de réciprocité plutôt que de territoire producteur et de territoire consommateur, parce que ce n'est pas forcément l'image que j'en ai. Très bonne réponse. On s'aperçoit que c'est les territoires ruraux qui détiennent les richesses de demain. Qui veut s'exprimer, monsieur? Moi, j'avais une question de juriste, mais je ne le suis pas, là, donc pour vous faire plaisir. Non, mais comment, en fait, il me semble qu'on est quand même pas mal en train de parler de la commande publique. Dans quelle mesure la réglementation des marchés est ou non un obstacle à ce type de politique? Mais Quel est le pouvoir adjudicateur, quelle est la collectivité qui passe les marchés? C'est la ville de Rennes. C'est la ville de Rennes, oui. Et donc c'est le service des marchés publics qui a travaillé avec la collectivité et les agriculteurs pour vraiment trouver une solution à cette interdiction de localisme qui a été amenuisée, en tout cas avec la loi Grenelle. Ils ont trouvé une façon de le faire, mais de toute façon, ils ont été reçus par l'État. Cette initiative est connue et effectivement, ils essayent de militer pour en fait... c'est pas favoriser du localisme, mais en fait, c'est trouver une stratégie. On voit bien que là, on rentre dans des enjeux de développement local et durable, et que cette interdiction, je ne sais pas si c'est le seul frein, mais ça peut en être un, en tout cas, à ce type de projet. Et effectivement, ils essayent de se faire connaître pour faire évoluer ces réglementations. Merci. Oui, d'accord, pas de souci. Non, je voulais juste réagir par rapport à une piste de réflexion que vous avez évoquée en conclusion sur le fait que c'était une initiative urbaine adressée au rural et qu'on pouvait se demander si ça circulait dans l'autre sens. Et est-ce que effectivement cette initiative-là ne réassigne pas à nouveau le rural à une vocation exclusivement productive, et matinée d'environnement, effectivement, avec donc du coup des ressources, production de ressources naturelles et agricoles. Est-ce que par exemple on n'aurait pas pu imaginer des partenariats sur la culture, l'innovation technique? Est-ce que on sait que quand même depuis un certain nombre de décennies, le rural a montré ses capacités innovantes, ascendantes, multidimensionnelles de développement. Donc là, on reste quand même dans un paradigme assez restreint, une vision assez urbaine du rural. Donc, est-ce que, par exemple, d'autres initiatives de ce type en matière, dans d'autres secteurs, notamment peut-être la culture ou l'innovation, est-ce que ça existe ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en l'occurrence, j'ai dû choisir le type des relations ville-campagne, parce que c'est un sujet quand même très très large. Et malheureusement pour moi, une thèse, ça se fait en 3 ans. Donc j'ai dû choisir un type de flux qui, en l'occurrence, sont les flux de matière et d'énergie. Donc effectivement, ça chasse la culture, l'innovation, que je nie pas. Effectivement, je suis dans cette même idée que le rural s'est totalement diversifié à toutes ses capacités. Je pense que d'autres travaux de recherche devraient investir ça, parce que je pense que c'est le cas. En tout cas, des relations entre ruraux et ruraux, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de projets qui portaient là-dessus. Ces acteurs ont vraiment une capacité à faire du développement, à innover. Après, dans le sens sur les flux de matière-énergie rural vers l'urbain,
j'essaye là je suis en train de faire un peu un panorama, j'en ai vu une partie. Après, c'est vrai que ça ne marche pas toujours. Par exemple, à Lyon, il y avait des agriculteurs qui se sont structurés pour faire du circuit court, et en fait, ils nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire monter en puissance leur projet parce qu'ils n'avaient pas un interlocuteur auprès de la métropole de Lyon pour faire de la restauration scolaire, par exemple. Alors que pourtant, la métropole de Lyon s'est positionnée sur certaines thématiques, mais ils me disaient c'est tellement une grosse machine où c'est pas notre travail finalement de structurer ces filières d'animés, donc ils se reposaient beaucoup sur la chambre d'agriculture. Mais voilà, il y a effectivement des passerelles probablement à créer. Je pense que je trouverai dans mon travail des cas qui iront dans cet autre sens. En tout cas, je les cherche. Ça va dépendre un peu du cahier des charges, la manière dont ils seront rédigés. Une dernière, moins 20, allez, une dernière question. Je sais qu'il y a d'autres collectivités qui ont acquis du foncier pour préserver la qualité de la ressource en eau. Donc ils ont eu une autre stratégie qui est de finalement faire baisser l'activité économique dans le monde rural, puisque finalement ils ont bloqué des terres, souvent dans des zones en plus où les terres étaient riches. Et du coup, ce que je trouverais peut-être intéressant, mais vous allez me dire qu'en 3 ans, vous n'avez pas le temps de creuser ça, c'est de se dire, avec ces deux types de modèles, c'est la même problématique pour la métropole, la qualité en eau, mais deux stratégies complètement différentes, c'est-à-dire, on s'accapare les terres, on s'en fiche de ce qui s'y passe, et d'autres qui se disent, ça peut peut-être engendrer un autre développement économique que celui qui est présent. Quel est l'impact différent sur les relations ville-campagne, sur justement la perception aussi par les acteurs du territoire rural de la métropole. Enfin, on a parlé ce matin des questions d'image aussi, des représentations, notamment dans l'atelier 3. Moi, je trouverais que ça peut être un axe intéressant à creuser, parce qu'il y a d'autres stratégies qui sont uniquement s'accaparer le foncier. La parole. Merci pour votre remarque. Effectivement, ça me fait penser à la présentation de M. Aznar ce matin, où il montrait qu'il y avait finalement deux trajectoires. L'une, effectivement, où on a des métropoles, des territoires urbains qui s'accaparent finalement ces enjeux d'approvisionnement et qui les sécurisent. C'est le cas de la ville de Paris depuis même le 19e siècle. En fait, elle a des espaces de ressources en eau qui sont à je ne sais pas combien de kilomètres de la métropole, et en fait, elle a le foncier, et comme ça, elle a sécurisé ses approvisionnements, et elle s'en fiche complètement de savoir si les territoires ruraux se développent. Versus, effectivement, les dynamiques que j'observe, qui rejoignent les théories d'Alberto Magnaghi sur la biorégion urbaine, etc., qui annoncent, ou en tout cas dessinent une autre forme d'interaction. Effectivement, on voit bien qu'il y a deux dynamiques, et je le vois dans mon travail. Malheureusement, je peux investir qu'une seule. Peut-être que si je continue dans la recherche, je ferai un parallèle là-dessus, mais effectivement, j'en ai bien conscience, et je me retrouve bien dans ce que vous dites, donc c'est rassurant qu'on partage le même constat. Merci. Donc, je vais vous présenter une communication pensée à deux têtes avec Mario Carrier de l'Université Laval. Donc, sur la question en fait des relations, des collaborations recherche et industrie, l'idée en fait c'est d'essayer de répondre à une des questions structurantes de ce colloque, à savoir quelles interactions au service du développement territorial. Donc, c'est une question qu'on essaie de poser, à savoir au prisme souvent de la création de valeur, donc de la circulation de ressources, l'émergence en fait d'interactions socio-économiques qui favorisent la création de nouvelles activités à l'échelle des villes petites et moyennes, ici pensées sous l'angle de l'innovation, entendu sur l'angle de la valorisation de résultats issus d'une activité scientifique locale. Donc cette présentation se fera en 3 points, et c'est vraiment une étape un peu préliminaire, voire de mise en débat ou en discussion de certains résultats d'un programme de recherche qui est en train de se faire, en cours. Et souvent, on envisage en fait la place des villes petites et moyennes sous l'angle essentiellement d'un regard purement métropolitain, centré sur une batterie d'indicateurs pensés dans le cadre d'une mondialisation, pour ainsi dire, par le haut. Donc, quelle peut être en fait la place de ces activités à l'échelle de ces villes petites et moyennes, au prisme de nouvelles interactions sociales qui nous donnera à voir en fait d'autres places occupées par ces villes petites et moyennes dans la mondialisation également. Et à l'échelle de la province de Québec, qui constitue en fait le terrain, la province de Québec, je ne connais pas forcément très bien le terrain, même si j'y suis allé pour plusieurs séjours de recherche, mais donc, toujours est-il, si vous avez des remarques ou des compléments à apporter, la question qu'on se pose, souvent le développement en fait, que l'on observe à l'échelle de ces villes petites et moyennes de la province serait dépendant en fait, d'un entraînement, d'un effet de ruissellement métropolitain, c'est-à-dire un desserrement des activités pour en provenance de la métropole montréalaise. Donc à partir de là, c'est la question, en fait, l'hypothèse que l'on porte au débat, c'est-à-dire c'est une sorte de controverse scientifique sur laquelle qu'on interpelle au regard de cette communication.
Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces collaborations recherche-industrie nous donnent à voir des nouvelles formes d'interdépendance et de relations socio-économiques, et donc nous amènent à reconsidérer la place de ces villes petites et moyennes qui occupent, en fait, qui constituent des nœuds de ressources dans la mondialisation, et ces nœuds de ressources court-circuitent, pour ainsi dire, les grandes villes et métropoles. Donc c'est un élément assez intéressant, et on a essayé de le comprendre et voire de qualifier l'émergence de ces nouvelles interactions socio-économiques entre les territoires. Donc c'est toujours le débat assez courant sur les villes petites et moyennes, toujours des territoires ou des villes qui supportent des fonctions banales de proximité, qui leur confèrent aucune capacité en fait de régulation de leur propre activité dans la mondialisation, notamment par le haut, mais bon, une mondialisation peut-être qui se fait par le bas, c'est-à-dire au prisme d'interaction socio-économique, d'interaction sociale entre les territoires. Donc, mais on peut partir d'un autre constat, on va dire, partons de l'idée que ces villes moyennes, ces villes petites et moyennes, occupent des places. Mais à savoir, on va essayer de les définir. Lesquelles ? Et quelles sont les interactions, donc les relations socio-économiques qui les animent et qui les articulent ? Et est-ce que ces interactions, que l'on va essayer de comprendre, de saisir, au prisme d'une méthodologie un peu originale, à la croisée de la sociologie économique et de la sociologie également des sciences, est-ce qu'elles sont simplement dépendantes en fait d'une mondialisation par le haut et donc d'un entraînement métropolitain ? Et la question plus générale auquel des scientifiques comme Michel Grossetti ou Levi Bobo-Olga ont déjà essayé de répondre, à savoir est-ce que la taille d'une ville explique à peu près tout. Donc la capacité productive, sa dynamique d'innovation, au sens de la création de nouvelles activités et donc de recherche qui est liée, mais également donc son insertion dans des nouvelles formes de division internationale du travail. Donc c'est l'ensemble de ces questions qu'on essaye de porter aux débats, parce que l'essentiel des travaux portés sur les grandes villes et métropoles s'établissent, les travaux par exemple sur les villes globales s'établissent sur un nombre extrêmement limité d'indicateurs, comme les transactions financières, les investissements directs étrangers, voilà, toute la batterie d'indicateurs mobilisés par Saskia Sassen, Michael Storper. Et on part récemment de l'idée, autour de la question des économies d'agglomération, que la diversité des activités favoriserait la multiplication d'interactions en local, mais également à l'échelle, pour ainsi dire, globale. Et donc, l'émergence de l'innovation qui se développerait au prisme, justement, de ces fameuses interactions. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de faire un pas de côté, de décentrer le regard, de mobiliser d'autres travaux, essayer de faire abstraction de l'ensemble de ces résultats pour entrer dans le jeu même des interactions socio-économiques qui gouvernent l'ensemble de ces activités économiques. Donc, essayez de prendre un peu à rebours, si vous voulez, tous ces résultats sur les grandes villes et métropoles, et donc de mobiliser peut-être l'approche théorique, notamment travailler autour des travaux de Jennifer Robinson sur l'idée de ville ordinaire. C'est-à-dire, on va essayer de mettre toutes les villes sur le même plan, de construire une méthodologie commune et de voir en fait qu'est-ce qui différencie les grandes villes des grandes villes et métropoles des villes petites et moyennes. Donc c'est vraiment un décentrage méthodologique qu'il est important de conduire pour essayer en fait de saisir la spécificité même de ces villes. Donc l'analyse, la focale d'analyse, c'est celle des interactions sociales, des relations sociales. On en a tous, on a des amis, on est en relation avec ces derniers. Et les relations sociales, en fait, elles ont des empreintes spatiales. Et ces relations sociales, on peut essayer de les mobiliser, de les faire apparaître, d'essayer de comprendre leur émergence pour essayer de saisir en fait la place de ces activités dans des chaînages productifs non exclusivement locaux. C'est-à-dire qu'une interaction sociale peut favoriser la circulation de ressources cognitives, matérielles, entre des individus, notamment entre des créateurs d'entreprises ou des acteurs économiques. Et donc, quand on a un créateur d'entreprise, on peut essayer de reconstituer les différentes séquences qui ont permis le développement de ces mêmes activités. Donc, ça paraît un peu difficile comme ça, mais bon, il y a des relances, c'est des entretiens semi-directifs que l'on mène, et à partir d'un acteur, on peut essayer de saisir en fait la circulation des ressources dans un espace. Et nos relations sociales, elles s'articulent autour de liens forts. Nos relations de proximité, notamment avec nos parents, nos amis, ce sont des liens forts, une fréquence d'interaction, une certaine intensité émotionnelle, et également des liens faibles, de simples connaissances. Et les travaux de Mark Granovetter, à titre d'exemple, ont montré une certaine force des liens faibles dans l'accès, par exemple, à l'emploi, à différentes ressources. Donc, on va essayer de comparer, en fait, est-ce que l'espace social, si vous voulez, des villes petites et moyennes, se structure autour de seulement des liens forts, qui en fait verrouillent le développement socio-économique local, ou au contraire, est-ce que les grandes villes et métropoles se structureraient en fait autour essentiellement de liens faibles qui amèneraient en fait la diversité des interactions. C'est toujours en fait l'idée de la taille et le lieu de résidence d'un individu qui en fait déterminerait son accès aux ressources. Or, les travaux par exemple de Claude Fischer, ici présent, sociologue à l'université de Berkeley, désormais à la retraite, mais qui vient bientôt à Toulouse pour un séminaire, ont démontré que en fait, l'essentiel de nos liens forts
sont présents en fait à l'échelle de 1 heure de notre lieu de résidence. Donc en fait, nous vivons tous dans des espaces de proximité. Et ça, c'est un élément extrêmement important à essayer de mettre en perspective et à garder à l'esprit pour comprendre ces choses. Et notamment, les travaux notamment du psychologue Stanley Milgram ont montré les 6 degrés de séparation entre les individus qui permettraient en faire des liens à l'échelle monde. Donc c'est des choses comme ça qu'on peut essayer de mobiliser pour comprendre la place de ces territoires et de la dynamique, par exemple, d'un entrepreneur dans la mondialisation. Donc, très rapidement, au Québec, voilà, une grande province, il fait froid, au prisme d'une métropolisation, entre guillemets, assez exacerbée, très prononcée. Donc, j'ai fait pour choix, en fait, de passer sous silence, si vous voulez, le poids que représente Montréal pour faire apparaître, en fait, cette constellation de petites villes ou de villes moyennes, donc des agglomérations de recensement ou des régions métropolitaines également, en fait, qui structurent ce système urbain. Système urbain qui est un résultat de l'héritage colonial, donc avec une certaine macrocéphalie structurée autour, si vous voulez, dans une moindre mesure, de Montréal et de Québec. Donc on remarque en fait que l'essentiel des villes petites et moyennes qui sont en croissance se situe en fait dans l'orbite, si vous voulez, de la région de Montréal, au prisme de toutes petites villes qui sont un peu plus au nord, au niveau des franges septentrionales, et qui vivent en fait au prisme de la dynamique des ressources minières, d'extraction, qui valorisent. Mais souvent, en fait, ce sont des villes qui sont également en déclin, si vous voulez, en décroissance socio-démographique. Mais pour autant, quand on traite les données, on peut avoir tout à fait un autre regard en fait, sur ces questions-là. On remarque de manière assez classique une diminution de l'emploi industriel, donc un emploi en décroissance, mais si vous regardez les emplois scientifiques, ceux de conception et de recherche, qui favorisent en fait une dynamique d'innovation, soi-disant, en fait, on retrouve l'innovation que dans les grandes villes et métropoles. Et on remarque que le taux de croissance, on remarque un taux de croissance assez important quand même de ces emplois scientifiques, de près de 3%, qui amène en fait qui se traduit en fait au prisme d'une, si vous voulez, une dynamique de réajustement de ces activités à l'échelle de ces petites villes du système urbain québécois. Donc, les emplois scientifiques de conception-recherche sont en croissance. Et une croissance qui est d'ailleurs supérieure en fait à celle des territoires que l'on considère dans la statistique canadienne comme étant métropolitains. Donc à partir de là, quand même, il se passe quelque chose, on ne peut pas le nier. Donc c'est pas le fruit, est-ce simplement le fait ou le fruit d'un entraînement et d'un desserrement métropolitain, comme l'attestent différents chercheurs, comme Marc Urbain-Proulx ou Richard Schirmer également, ou est-ce que plutôt des ressources ou des dynamiques endogènes ? C'est une controverse, on la porte au débat, on essaie de voir ce qui se passe. Donc à partir de là, en fait, on s'intéresse là au secteur bioalimentaire, donc de l'industrie agroalimentaire dans sa dimension la plus large qui existe, et donc des relations science-industrie à l'échelle des petites villes et donc du système urbain québécois. Donc des actions collectives à la croisée d'interventions fédérales et provinciales, quand on réfléchit au mécanisme d'intervention, par exemple, de l'État fédéral ou provincial dans l'innovation. Donc tout un registre... Si on parle en logique de gouvernance, ce sera assez intéressant à détailler, mais on ne va pas s'arrêter, on ne va pas détailler ces dimensions-là. Et donc des institutions scientifiques dans le domaine de l'industrie agroalimentaire qui sont plurielles et qui sont récentes. Et donc cette industrie agroalimentaire ou bioalimentaire, elle pèse pour près de 12% de la valeur du PIB, québécois, donc, ce qui représente autant en fait que l'industrie de la métallurgie ou l'industrie des transports comme Bombardier. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est relativement important. Et donc avec une myriade, une constellation de structures d'enseignement supérieur et de recherche qui contribuent à la montée en gamme de cette industrie-là. Donc on va essayer en fait de comprendre l'émergence de ces institutions et la création de start-up, pour ainsi dire, qui valorisent les résultats de cette activité scientifique. Donc l'essentiel de ces activités scientifiques ont émergé au tournant des années 2000 et à la fin des années 90, et on peut en saisir actuellement les résultats. Pardon, excusez-moi, ce clavier baisse. Donc là, c'est un exemple assez empirique en fait, de création d'une start-up issue de l'INAF, donc l'Institut sur les nutriments et les aliments fonctionnels, une structure de laboratoire de recherche de l'Université Laval qui travaille en partenariat avec un institut provincial, l'INRS. Donc créé par un enseignant-chercheur, donc c'est l'entreprise N, création relativement récente, un peu moins de 10 ans, en 2008. Progressivement, en fait, cette dernière va se nouer des liens de collaboration, notamment avec une société française. Donc on remarque, et cette société N est localisée à la ville de Trois-Rivières, petite ville au bord du Saint-Laurent également, et cette société valorise des propriétés de la canneberge, donc il y a une proximité avec les ressources également du monde rural, et donc ce sont vraiment des résultats scientifiques qui assurent en fait un traitement neurologique pour l'aliment, pour les humains, et pour les animaux, ce qu'ils appellent pet food.
Donc à partir de là, on remarque qu'il y a une première collaboration qui se structure avec une entreprise également française dans la région bordelaise qui est bicéphale entre Nantes et Bordeaux, et c'est un acteur institutionnel régional pour le coup qui met en relation ces activités. Donc on a une première émergence de collaboration qui s'initie vraiment recherche et industrie, qui se structure. Et progressivement, en fait, cette relation, cet intermédiaire disparaît, s'efface, au profit de relations actives, donc de circulation de ressources matérielles et cognitives transatlantiques qui se structurent. Donc cette start-up dans une petite ville, en fait, s'insère dans les dynamiques scientifiques, dans la mondialisation. Et progressivement, en fait, cette relation franco avec la France, en fait, l'amène à se dévier, à investir en fait des nouvelles relations avec des acteurs industriels situés dans la région montréalaise. Et progressivement, par la suite, se restructurent de nouvelles formes de relations avec des acteurs scientifiques, notamment à Bordeaux et Nantes, et des relations avec des acteurs industriels français, notamment de l'industrie agroalimentaire pet food à destination des animaux, Diana, qui est située dans une toute petite ville dans le Morbihan et qui a également une antenne à Montréal. C'est-à-dire que les relations sociales, progressivement, amènent à créer des liens et des interdépendances, des interactions entre ces différentes activités à l'échelle d'un espace, si vous voulez, en relation, qui crée des liens entre les territoires urbains, les grandes villes et métropoles, les villes moyennes, les petites villes et les espaces ruraux. Je finis dans 30 secondes. Donc, à partir de là, on remarque que progressivement, en fait, cette entreprise est rachetée par ce fameux groupe industriel Diana, groupe breton, dans une toute petite ville. Donc on va dire on a vraiment des multiples relations qui lui ouvrent le marché qui lui ouvrent les marchés européens. Et également un autre partenariat qui se noue progressivement au prisme de relations inscrites liées à ce rachat, qui l'amène à se réencastrer, si vous voulez, donc une forte relation de dépendance vis-à-vis des relations sociales, et qui amène en fait cette start-up à se lier progressivement au marché nord-américain. Donc on est, pour ainsi dire, face à des interdépendances en train de se faire, qui s'affranchissent des hiérarchies urbaines. Et c'est le rôle déterminant en fait, des relations sociales, des liens faibles dans l'accès aux ressources que l'on a identifiés. Et on a en fait une autonomisation progressive de ces liens, pour ainsi dire, et une insertion graduelle dans des systèmes productifs mondialisés. Donc l'institution scientifique, localisée ou non dans une petite ville ou dans une grande ville, devient en fait une institution opératrice d'échelle, qui permet de créer des liens entre les territoires. Et en fait, elle se déploie dans de nouvelles divisions du travail. C'est l'activité économique de ces villes qui nous explique en fait la croissance de ces emplois de conception. Et donc, on utilise, c'est un terme qu'on a essayé de créer, de mettre en perspective pour comprendre ces nouvelles interdépendances. On les a qualifiées, ces mondialisations, de confidentielles. Alors pourquoi, en fait, 2 points. Donc ce sont des arrangements qui sont ignorés des bases de données. Effectivement, il n'y a pas forcément d'investissement financier ou autre. Et une masse de liens qui repose en fait sur un tout petit nombre d'acteurs. Et donc on a l'émergence d'un nouveau petit monde socio-économique à l'échelle de ces villes petites et moyennes québécoises. Et donc les singularités, on a essayé en fait de caractériser la singularité de développement de ces villes, à savoir qu'en fait, contrairement aux grandes villes peut-être, elles ont une densité de liens faibles qui est plus réduite, proportionnellement au nombre de liens disponibles. Et donc ces liens forts domineraient les liens faibles et expliqueraient en fait certaines dimensions du verrouillage socio-technique en fait de ces villes, ces difficultés à négocier la transition socio-économique de ces mêmes territoires. Et donc en matière d'ingénierie territoriale, l'idée peut-être pour l'action publique, au lieu de parler de réciprocité négociée, de contrats ou autre, ce serait peut-être en fait d'essayer d'identifier et de suivre ces liens pour essayer en fait de les valoriser dans le cadre du développement de ces mêmes activités. Merci de votre attention. En vous écoutant parler, ça me faisait plutôt penser à un phénomène de détériorisation de ces acteurs économiques, c'est-à-dire que leur ancrage territorial finit par être d'une manière floue. Quelle est votre réflexion sur ça? Est-ce que c'est pas plutôt leur inscription dans une logique mondiale qui est importante et pas forcément leur ancrage territorial? Il pourrait être ailleurs que dans cette province. Parce que ça pose beaucoup de questions aussi aux acteurs publics, en fait, et à la manière dont on va interroger ou soutenir un certain nombre d'écosystèmes d'acteurs, que ce soit de la recherche ou de l'industrie. Oui, merci de votre question. Oui, vous soulevez un point qui est relativement important, mais il faut saisir en fait que
l'identification de ces interactions se rapproche en fait de ce que l'on peut appeler de manière un peu galvaudée, mais de ce qu'on appelle cluster, ou systèmes productifs locaux, qui se structurent autour d'une certaine spécialisation sectorielle, mais également autour de la structuration de marchés locaux de l'emploi qui font circuler en fait des individus d'une entité entrepreneuriale à l'autre. Et c'est un phénomène en fait que l'on peut observer au sein de certains secteurs ou créneaux d'activité tels que l'industrie agroalimentaire dans le cas de ces villes petites et moyennes québécoises. Donc, à vrai dire, on peut faire le pari qu'il n'y a pas forcément une déterritorialisation, comme vous l'évoquez, mais plutôt un phénomène d'ancrage territorial relativement fort de ces entreprises, vis-à-vis notamment de ces fameuses ressources matérielles issues du monde rural, mais également des ressources cognitives, donc très immatérielles, mais qui s'inscrivent en fait dans l'approfondissement des résultats de l'activité scientifique. Donc les interactions scientifiques, même de proximité ou plus ou moins lointaines, et donc dans ce cas-là, entre l'Université Laval et l'entreprise Nutra-Canada, il ne fallait pas dire le nom, mais c'est pas grave, Nutra-Canada à Trois-Rivières, en fait, il y a un ancrage, il y a des relations de proximité très très fortes, ne serait-ce parce que tout simplement le créateur ou de l'entreprise actuellement rachetée est un professeur en fait de l'université. Donc à partir de là, c'est une start-up, hein, c'est un essaimage. Donc c'est vraiment une collaboration recherche et industrie très très active qui existe et qui montre en fait un ancrage plus qu'une déterritorialisation, comme vous l'évoquez. Moi, à mon sens, j'analyserais sous cet angle-là. Sur le Québec, est-ce que sur vos travaux, vous vous êtes penché aussi sur le pacte rural Québec? Il y a tout un respect complètement différent des territoires. Je sais pas ce que Jean-Pierre connaît très bien, Jean-Pierre Desraches. Je connais pas grand-chose aux politiques publiques locales. Par contre, en Midi-Pyrénées, en Occitanie, oui. Mais... Eux, ils n'ont pas peur de parler de ruralité au Québec. Oui, certainement. Ouais. Oui. Si je peux ajouter quelque chose à propos de la déterritorialisation, moi je pense que ça a des vertus aussi. Enfin, moi je fais le lien avec les questions de recours à l'université pendant très longtemps. Pour un élu local, il pensait l'université sur le mode je vais faire venir un IUT dans mon domaine à moi, ce qui était une vision peut-être intéressante ponctuellement, mais qui est extrêmement précaire, puis qui souvent n'a pas fonctionné surtout là. Donc là, maintenant, le fait de se déterritorialiser et de penser l'apport de connaissances de manière plus large, c'est pas mal aussi, quoi. Ça a aussi des vertus. Alors, peut-être justement, par rapport à tous les noms que vous avez cités, j'excuse Philippe Kunti qui a été pris pour des obligations professionnelles, et Maud qui est quelque part en train entre Vichy et Clermont-Ferrand depuis quelques heures, donc qui devrait être là, qui va peut-être arriver pendant la présentation. Non, elle était à Grenoble, je précise. Bien, donc moi je vais vous parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous, enfin une fonction métropolitaine que beaucoup d'entre nous connaissent et pratiquent. Peut-être que justement on la connaît trop bien et on a le nez dessus et finalement on la connaît pas si bien que ça, c'est l'université. Et je vais plutôt que de parler d'un projet de recherche, je vais plutôt parler d'un projet qui est, disons, pour la recherche, alors qu'il a effectivement donné lieu aussi à des approches un peu théoriques, mais là, dans les 15 minutes, il n'y aura pas le temps à la fois de présenter le projet et puis d'en présenter une analyse. Voilà. Peut-être juste en un mot, l'université, on peut dire qu'au fil des décennies, elle est devenue un acteur social qui se préoccupe effectivement de former des jeunes pour les insérer dans le monde du travail, et plus si possible. Un acteur urbain, parce que ça pèse dans une ville. Elle est devenue aussi, au fil des années, disons dans la dernière décennie, en gros, un acteur métropolitain. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est en train, ou de quelle manière peut-elle devenir un acteur territorial? C'est-à-dire qu'elle ne se préoccupe pas uniquement de la métropole dans laquelle elle est inscrite et avec laquelle elle a des liens intimes. Alors, bon, je vais très vite parce que tout ça, ça a déjà été dit et redit dans plusieurs des présentations. Voilà. La métropolisation de l'enseignement supérieur et le fait que les territoires... alors, extra-métropolitains, parce que j'aime pas dire ruraux, puis après on commence la litanie, les espaces ruraux, périurbains, villes moyennes, extra-métropolitains, voilà, comme ça sera
ça sera plus clair. Voilà, ils ont une nécessité, au même titre que les métropoles, et peut-être même plus que les métropoles, d'avoir des apports, de produire de l'innovation, et donc d'avoir les apports en connaissances nécessaires et en matière grise et en force de travail pour produire ces innovations. Et de manière, enfin, c'est pas très... Quand vous êtes dans une métropole, vous voulez créer votre entreprise, vous ouvrez un tacos ou un kebab, vous aurez peut-être la masse critique pour créer votre activité. Si dans un petit village perdu, on ouvre 5 kebabs, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc si on veut créer son entreprise, il faut être sans doute beaucoup plus innovant que dans des métropoles. Alors, question, c'est comment on fait en sorte pour que les territoires éloignés des aires métropolitaines bénéficient des ressources de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et inversement, question d'une certaine manière encore plus difficile, comment faire en sorte que les acteurs de l'enseignement supérieur trouvent un intérêt et un bénéfice à aller s'investir dans ces territoires? Ça, cette question, elle reste encore assez largement ouverte. Voilà. Donc, ce que je vais relater rapidement, c'est une démarche qui est à la fois réflexive, collaborative, expérimentale, qui s'est conduite depuis presque 10 ans maintenant, à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Et on était à l'articulation entre des politiques régionales, enseignement supérieur, recherche, mais aussi aménagement du territoire, des territoires avec leurs propres projets territoriaux, enfin, projets de territoire, et puis le fait qu'on est aussi dans des périodes de mutation, de réorganisation de la gouvernance et des fonctionnalités de l'université à travers les politiques de site, les communes et toutes choses que vous connaissez par ailleurs. Voilà. Donc ça a permis de produire à la fois du matériau théorique, parce qu'il y a eu une thèse, il y a eu des colloques, il y a eu des publications, du matériau empirique, parce qu'on a mis en place des outils de connaissance dont je vous montrerai quelques-uns des enseignements. On a mis aussi en place des dispositifs opérationnels qui tournent, notamment en collaboration avec la région et en collaboration avec des territoires. Et puis ça nous a permis aussi, en étant dans cette action en lien avec à la fois la politique universitaire, parce qu'on était à l'articulation entre les politiques universitaires et la politique universitaire, et les politiques territoriales et la politique territoriale et locale. Donc ça nous a quand même donné un certain nombre d'enseignements. Alors rapidement, c'est quoi le problème? Ici, vous avez une courbe, par exemple, prenons l'Ardèche ou la Haute-Loire. On regarde le nombre de jeunes qui avaient 16 ans en 2006, puis combien on en avait qui avaient 17 ans en 2007, 18 ans en 2008, et ainsi de suite. Et on se rend compte que dans un département comme l'Ardèche ou de la Haute-Loire, il y a un gros tiers des jeunes qui partent, a priori faire des études, il n'y a plus le service militaire, donc normalement c'est plutôt pour ça, où ils partent faire le tour du monde, mais peut-être pas tous, et il y en a assez peu qui reviennent vers la période de fin d'études. Ce qui veut dire que, de manière cumulative, ces départements perdent chaque année presque un tiers de leurs jeunes qui sont a priori les jeunes diplômés. Et symétriquement, alors j'ai pris le Rhône parce que c'est des données départementales seulement, donc pour l'Isère ça n'aurait pas été pertinent, et bien on a le phénomène inverse, des agglomérations, en l'occurrence, et même des cœurs d'agglomération, soyons clairs, qui gagnent un nombre considérable chaque année de jeunes diplômés. La question se pose alors, bon, ça se traduit par une carte de ce type-là, où on a la corrélation entre le niveau de revenu des ménages, ça c'est par canton, et puis le niveau de formation supérieure. Voilà. Et on constate qu'en gros, plus on est formé, plus on gagne sa vie, ou l'inverse, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un lien entre les deux. Mais j'attire votre attention sur un petit point vert ici, qui est en fait une commune dans laquelle il y a un très fort taux de diplômés et un niveau de revenu relativement bas. Et cette petite commune, c'est Grenoble. Voilà. Donc, c'est Grenoble. Voilà. Donc, est-ce que ça traduit le fait qu'on assiste, enfin, on constate que ces métropoles n'auront pas indéfiniment la capacité à fournir des opportunités de création d'emplois ou d'emplois, et qu'on est déjà dans une sorte de syndrome un peu de déclassement, voilà. Alors même qu'on a des territoires qu'on, l'université, entre guillemets, vampirise pour le plus grand bien des individus, mais au détriment des territoires. Et c'est là que la notion de responsabilité sociale et de responsabilité territoriale des universités ne coïncide pas totalement. Voilà. Bon, une carte, parce que ça se traduit par proportion de cadres, je vais rapidement là-dessus. Alors même que, ça c'est des cartes qui ont été fournies par Laurent, on constate que, ça a été dit, les capacités d'innovation, de création d'emplois, elles sont, en tout cas en relatif, elles sont très importantes dans des territoires extra-métropolitains. Je passe rapidement sur ces chiffres que vous pouvez connaître. Alors, ça, c'est des constats qui sont faits. Là, je vous ai cité, j'ai mis quelques citations qui viennent du Conseil économique et social de la région, dans le cadre de l'élaboration du SRESRI, qui pointent ces dimensions-là. C'est-à-dire le fait qu'il y a des vrais besoins, des enjeux, et que, en fait, tout ce qui s'est fait ces dernières années en termes de soutien à l'université à travers tous les dispositifs en ex, ont renforcé clairement la métropolisation. Et en même temps, chose intéressante ici, c'est que quand on travaille avec des acteurs socio-économiques, il y a un lien
évident entre formation et recherche, et alors même que l'université a tendance à bien segmenter les deux, en fait, quand on est face aux acteurs socio-économiques, il y a un continuum entre formation et recherche, et il faut prendre ça en compte. Voilà. Alors, quand on parle des ressources de l'université, on dit c'est formation-recherche. En pratique, là, on a fait un petit catalogue de ce que font les enseignants-chercheurs quasi au quotidien. C'est-à-dire tout ça, c'est des produits, des ressources de l'université qui ne sont pas connus à l'extérieur, qui sont méconnus ou pas reconnus en interne, et qui sont le quotidien des formations et des étudiants, et qui sont en fait ce qui va intéresser la plupart des acteurs socio-économiques et des territoires. Ce n'est pas d'abord le prix Nobel et le classement de Shanghai, n'intéressent quand même qu'une toute petite partie de l'humanité. Par contre, ce qui fait le lien avec les acteurs socio-économiques, c'est toutes ces choses-là, c'est les projets tutorés, c'est les stages, c'est les ateliers, qui embrayent sur des contrats de recherche, la culture scientifique et technique, etc. Donc l'idée, c'est comme l'université ne peut pas être physiquement présente dans tous les territoires, il faut qu'elle le soit à travers ses ressources. Voilà. Alors, la question qui se pose, et en plus, on se rend compte que quand ces choses-là existent, alors ça c'est un bon marqueur, je vais très rapidement, on a mis en place depuis 2000, pendant plusieurs années, 5-6 ans, un observatoire des stages en développement territorial, et on demandait aux étudiants en fin de stage de fournir un certain nombre d'informations sur leur stage, et notamment sur sa dimension innovante. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que les stages, l'innovation dans les stages, en fait, elle est tout aussi importante dans les espaces ruraux que dans les agglomérations. Voilà, là-dessus, il n'y a absolument aucune différence. Et de la même manière, on a fait une enquête auprès de l'ensemble aux 400 à peu près DG, DGA, d'Interco, de PCI en France, pour leur demander s'ils avaient déjà travaillé avec l'université, savoir s'ils étaient en attente. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était que quand on prenait ceux qui n'avaient jamais travaillé avec l'université, même jamais pris un stagiaire, ils pensaient, c'est ce petit dessin-là, que c'était compliqué de travailler avec l'université, alors même que ceux qui avaient travaillé ne serait-ce qu'une fois avec l'université, finalement, ils trouvaient ça plutôt relativement simple. Et pareil, quand on leur demande est-ce que vous êtes en attente, ceux qui n'avaient jamais travaillé n'attendaient pas grand-chose, et ceux qui avaient déjà travaillé avec l'université étaient plutôt en redemander. Voilà. Donc l'université, il faut amener les gens à y goûter, si j'ose dire. Généralement, ils trouvent ça bon. Voilà. Alors, cela dit, qu'est-ce qui se passe justement par rapport à ces ressources en dehors des métropoles? Et là, quand on analyse les chiffres, notamment sur les stages, qui sont un bon révélateur, un bon marqueur des collaborations, puis surtout, on a des données sur les stages, parce qu'il y a des conventions. Sinon, c'est très difficile d'avoir des informations. Là, ce qui fait très très mal, c'est quand on regarde, ça c'est pour à peu près 5000 stages faits dans des établissements de Grenoble, on constate que alors là, on n'a même pas toutes les universités, mais en gros, on doit être à 40-50 stagiaires pour 10 000 habitants à Grenoble, et on est à 0,5 à Vienne, dans la vallée du Rhône, qui n'est quand même pas le pire des déserts français, quand même. Voilà. Donc ça pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on se rend compte, et qu'on peut prendre d'autres exemples, on regarde, cette fois-ci à l'échelle de l'Isère, où vont les stagiaires. On prend sur 3 ans, on constate que les stagiaires, ils sont soit dans l'agglomération, soit surtout dans le Grésivaudan, le long des grands axes de développement, de circulation et de développement économique. Et là où on regarde les entreprises qui prennent des stagiaires tous les ans, en fait, ça se restreint encore, c'est-à-dire c'est la différence entre le chapeau bleu et le chapeau rouge. On a quelques entreprises qui captent cette ressource de manière régulière, ce qui prouve la valeur que ça a pour elles, et valeur dont le reste des territoires, a priori, sont plutôt privés pour tout un tas de raisons. Alors, on a besoin d'activateurs de liens. Alors, effectivement, ici, c'est un bon exemple. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Alors, je ne sais pas, j'ai combien de temps encore? 2 minutes. Oula, voilà. Donc là, nous, on a mis en place, je vais très très vite, on a mis en place, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. L'idée, c'est de se dire, si on veut travailler, faire en sorte que les ressources de l'université bénéficient au plus grand nombre, disons à la diversité du tissu socio-économique, on ne peut pas faire autrement que de travailler avec des acteurs relais qui vont être principalement et de plus en plus les EPCI. Donc on travaille avec ces structures-là, et on les outille pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'université, comment y accéder. On les accompagne avec l'idée que petit à petit, des relations se créent à travers l'accueil de stagiaires notamment, parce que ça marche bien, c'est assez facile, et plus si affinité, et petit à petit, ils font leur vie. Voilà. Donc nous, on a mis en place ça, on a commencé sur des territoires qui étaient Sud-Ardèche et sud de la vallée sud de la Drôme. On a eu des coopérations avec un certain nombre d'autres territoires, et ça a donné lieu petit à petit à ce qu'on appelle donc l'interface université-territoire, qui est donc sous l'égide de la commune, mais qui regroupe plusieurs établissements membres de la commune avec un comité de pilotage.
Et le principe, en fait, étant, on a une interface, on travaille avec des territoires partenaires, nos interlocuteurs sont des EPCI, et eux-mêmes sont les relais vers les acteurs socio-économiques du territoire, et nous, on fait le relais dans l'autre sens, vers les laboratoires, les formations, les services de formation continue, de culture scientifique et technique, etc. Voilà. Alors, je finis. Les enseignements et les perspectives, disons, théoriques, c'est que on constate que petit à petit, il y a une sorte d'appétence pour l'université qui émerge, parce que l'université n'a pas forcément bonne presse, on ne s'en rend pas compte quand on est, mais on a tous un beau-frère qui nous chambre de temps en temps sur « t'es à l'université, t'es toujours en vacances ». Pardon ? C'est encore un préjugé. Oui, mais ça, c'est les beaux-frères, ça. Voilà. Et puis, sinon, ça interpelle aussi la manière dont l'université pense ses politiques, et notamment ses politiques territoriales. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus des dispositifs, notamment nationaux avec les PIA 3 par exemple, sur les territoires d'innovation, mais à l'échelle de la région, où il y a une sorte d'injonction à dire vous coopérez avec les acteurs socio-économiques des territoires. Maintenant, ça devient un petit peu impératif. Donc les universités sont obligées petit à petit de penser ça. Et dernier aspect, les enseignements ne sont pas uniquement... Voilà Maud, bonjour. Ne sont pas uniquement théoriques. Puisque dès lors qu'on veut faire coopérer des universités qui sont des établissements publics avec des collectivités qui sont eux-mêmes des établissements publics, il y a quand même des aspects procéduraux qui sont assez complexes, du point de vue comptable, etc. C'est aussi des aspects organisationnels, c'est-à-dire comment dans les fiches de poste d'agents de développement, on intègre de la même manière que le montage de dossiers européens, on intègre le lien avec l'université en termes de compétences, de reconnaissance fonctionnelle. Et puis, alors là, je passe du côté de l'université, je l'ai déjà dit, c'est comment ces implications d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, dans des territoires, dans des démarches qui sont forcément longues, parfois un peu besogneuses, contingentes, parce qu'on est aussi dépendant des évolutions politiques sur le territoire. Tout d'un coup, ça change et il faut recommencer à zéro. Et puis surtout avec une grosse dimension interculturelle, quoi, de part et d'autre. Voilà, tous les éléments de chantier, voilà, on a montré qu'à certains moments, il y a l'IADT aussi, qu'il y a des appétences, il y a des besoins. Maintenant, on a une infrastructure, on a construit aussi des outils. Alors, je ne sais pas si on pourra en parler après, et on a des projets aussi à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, c'est si j'ose dire, dans les couches profondes, dans le patrimoine génétique, notamment du côté université, qu'il y a un certain nombre d'évolutions à faire. Mais il y a aussi des résistances. On a fait une étude, nous, il y a quelques années, quand je dirigeais le master droit, économie et gestion des collectivités territoriales, on a fait le même constat sur la dispersion un peu des stagiaires sur l'ensemble du territoire, voire même en dehors du territoire régional. Aujourd'hui, je suis à la retraite, le master a été supprimé, donc il faut dire qu'il y a aussi une dimension qui est importante, c'est que pour réussir avec les entreprises, il faut se déplacer dans les entreprises, suivre les stagiaires, aller voir l'entreprise, entreprendre un véritable dialogue avec les entreprises qui accueillent. Et effectivement, c'est un travail administratif qui est un peu difficile, un peu délicat à faire et que certains n'ont pas envie de faire. Donc, il est 4h15, il y a peut-être des questions à poser. Merci aux deux intervenants. Juste par rapport à votre présentation, ça me fait juste penser au contexte dans d'autres pays où les universités, le rôle social et l'intérêt social des universités est très très marqué. Et c'est intéressant de voir comment cette question se pose aujourd'hui en France, alors que peut-être qu'il y a quelques années, elle ne se posait pas. Oui, c'est plus, Jean Le Terme, conseil départemental du Cantal, oui, c'est plus un témoignage sur l'importance de l'université, capter de la matière grise comme c'était marqué. Je témoignais toute la place des antennes universitaires dans certaines villes comme Aurillac, pour l'apport de cette matière grise et puis tout simplement pour la vie du territoire. Aurillac, sans les étudiants, vous baissez d'un cran. Donc simplement, l'apport de jeunes, c'est peut-être trivial ce que je dis, mais c'est que au quotidien. Mais ce que je voudrais dire, puisque j'ai connu la création de l'antenne universitaire, au sein des universités, il y a des gens qui étaient très hostiles à cette politique, dans la mesure où, soi-disant, les étudiants qui allaient étudier à Aurillac n'allaient pas disposer des laboratoires scientifiques de Clermont-Ferrand. On voit aujourd'hui que l'expérience perdure. Et il y a plus de 600 étudiants à Aurillac, je crois. C'est 600.
Oui, bon, ça c'est une autre problématique, mais bon, les antennes universitaires d'Aurillac, il y a eu après Le Puy, ça a été effectivement, à mon avis, un certain succès, et c'est très important pour la territorialisation des politiques. Bah, écoutez, on va terminer là, on va remercier nos intervenants.